Bonjour à tous. Je pense qu'on va commencer. Tout le monde est bien installé. Tout d'abord, bienvenue à toutes et tous qui venaient, certains pour la première fois, d'autres qui étaient déjà là l'an dernier. C'est un grand plaisir de vous retrouver, de découvrir de nouvelles personnes. Et donc cette année, je vous propose de poursuivre le thème entamé l'an dernier de la mécanique de la morphogénèse. Et je vous propose dans un premier temps de revenir sur un certain nombre de notions vues l'an dernier, de les situer dans un cadre plus général qui est de la thématique de la mécanique de la morphogénèse, et ce qui me permettra de commencer la thématique propre à cette année, celle du contrôle, du programme et de l'auto-organisation dans les processus morphogénétiques. Donc tout d'abord, la meilleure façon d'aborder cette thématique générale, c'est simplement de visualiser le processus à certains égards trivial pour un biologiste, mais néanmoins remarquable et qui doit toujours susciter l'étonnement, c'est-à-dire ce passage d'une cellule à un organisme complet, ou en tout cas même à l'état embryonnaire, un embryon dans lequel on reconnaît au bout de quelques jours, quelques semaines, une structure extrêmement organisée avec des axes prioritaires, des symétries. On voit ici sur cet embryon les bourgeons des membres, un axe antéro-postérieur. Voilà. Et donc il apparaît dès lors qu'au cours des processus embryonnaires, des organes qui le constituent, il y a un phénomène de croissance, c'est-à-dire de modification quantitative du nombre de cellules, mais également l'acquisition de formes fonctionnelles remarquables. Et bien évidemment, cette évolution en quelques jours d'une cellule à des millions de cellules organisées, agencées dans l'espace d'une façon très reproductible d'un embryon à l'autre et propre à chaque espèce, souligne l'idée qu'il existe un processus de contrôle, comme nous l'avons nous dans nos sociétés, dans lesquelles une information est produite, lue et interprétée pour accomplir les multiples actions au niveau cellulaire qui sont propres au développement. Les points remarquables qu'il faut souligner dans ce processus, et que je saisis simplement par deux images en point fixe, c'est bien sûr celui de la stabilité des formes. J'entends ici par stabilité le fait que d'un embryon à un autre, dans une espèce, les formes sont extrêmement reproductibles. Bien sûr, nous, personnes humaines, regardons les visages, nous voyons les différences, mais en fait, il y a beaucoup plus de similitudes qu'il n'y a de différences. Et donc cette stabilité des formes entre les individus et d'une génération à l'autre a toujours suscité l'étonnement, nous y reviendrons, et c'est une des caractéristiques générales de la morphogénèse. En même temps, comme nous l'avons vu l'an dernier, il y a une dynamique interne propre au processus morphogénétique qui s'évalue à toutes les échelles, mais par exemple, dans un organe, les cellules sont renouvelées en permanence. Dans l'intestin d'un adulte, tous les 5 jours, la plupart des cellules sont entièrement renouvelées. Donc il existe une permanence de la forme, en même temps qu'il y a un recyclage, on peut dire, de tous les constituants. Donc ce qui demeure, ce ne sont pas les composants, mais leur agencement. C'est leur forme pris dans ce sens. Où on arrive donc à l'idée d'une information, c'est-à-dire d'un ensemble d'éléments qui instruisent le comportement cellulaire pour, dans le temps et l'espace, produire en fait cette permanence de la forme au regard du renouvellement permanent de ces composants. L'an dernier, dans un cours qui était donc un cours introductif sur les processus morphogénétiques et la mécanique de la morphogénèse en particulier, nous avons essentiellement parlé de cette dualité stabilité-dynamique propre, qui est effectivement une des caractéristiques du vivant. Je vais revenir sur les points majeurs que nous avons parcourus l'an dernier. Et aujourd'hui, je vous propose d'aborder directement la question de l'information, c'est-à-dire de ce qui, en fait, permet la dynamique tout en assurant la stabilité de la forme. Et nous verrons au cours des cours de cette année que l'information n'est pas simplement à prendre d'un point de vue génétique, comme on l'entend souvent d'un point de vue biologique, mais également sous l'angle de la mécanique qu'elle contrôle et dans laquelle elle se situe.
sans quoi je parle donc d'information mécano-chimique. Donc pour revenir sur les éléments principaux que nous avons couverts l'an dernier et que l'on peut illustrer en contemplant simplement le film qu'il y a en bas à droite d'un tissu embryonnaire dans lequel on voit le contour des cellules marqué en magenta, et il y a un code de couleur entre le texte à gauche et le film qui vous permet de suivre en fait la correspondance entre les notions établies et puis en fait ce film qui montre en fait la dynamique d'un tissu embryonnaire. Donc tout ce qui est de couleur magenta relève des processus de cohésion, c'est-à-dire des forces d'adhésion entre les cellules qui, telle une colle, permet en fait au tissu d'avoir sa cohérence, sa structure, sa permanence, on peut dire. Et en même temps, on voit bien qu'il y a une dynamique, il y a une plasticité des formes au niveau cellulaire comme au niveau tissulaire, ici représentée par un code de couleur en vert. Et cette plasticité et ces processus de cohésion en fait, peuvent s'analyser en termes moléculaires comme en étant en fait, la résultante de processus d'adhésion d'un côté, ou d'adhérence en français, et de tension, c'est-à-dire de forces contractiles, qui proviennent en fait de la contractilité de moteurs moléculaires agissant sur un cytosquelette de filaments d'actine. Nous avons vu en fait qu'à travers le vivant, en prenant les plantes d'un côté dans lesquelles la mobilité cellulaire est presque réduite à zéro, jusqu'aux animaux, les tissus épithéliaux et enfin les tissus mésenchymateux dans lesquels les cellules ont une grande mobilité, il existe en fait tout un gradient de connexion, on peut dire, entre les cellules, d'interaction adhésive, qui les immobilise dans un cas et permet dans l'autre cas leur grande mobilité. Donc plutôt que de voir des grandes discontinuités entre plantes et animaux, j'ai proposé en fait de les voir comme des modalités extrêmes d'un comportement universel qui a en fait induit la dynamique dans un contexte néanmoins d'adhérence qui relie les cellules les unes aux autres. Et je pense que cette vision unificatrice a le mérite de permettre d'avoir une compréhension plus générale des processus morphogénétiques. Et donc j'ai articulé les cours en développant deux thèmes, pour des raisons à la fois pédagogiques, mais j'ai proposé à la fin de les envisager d'un point de vue plutôt synthétique. C'est les processus d'adhésion, donc en vert. Et j'ai élaboré plusieurs points en suivant un parcours historique pour montrer que l'on a pu partir d'une compréhension de l'adhésion en utilisant des modèles d'équilibre sur les structures de tissus, dans lesquels en fait, on dit simplement que les tissus sont des fluides, dans lesquels les interactions entre les cellules sont finalement l'analogue des interactions moléculaires dans un fluide, et dans lesquels on peut caractériser quelque chose qu'on va appeler une tension de surface, et qui permet de distinguer différents groupes de cellules et les séparations de phase entre groupes cellulaires en fonction de leurs propriétés d'adhérence, c'est-à-dire d'interaction adhésive entre cellules. Et puis nous avons vu finalement en contrepoint de ces études qui se sont développées dans les années 60, mais qui sont restées très actuelles jusque ces dernières années, et qui le sont encore, une description finalement qui contraste, qui souligne les processus hors équilibre de l'adhérence, en voyant en quoi notamment les couplages avec les éléments du cytosquelette et les forces contractiles qu'elles produisent, donc le cytosquelette d'actomyosine, induit en fait un processus hors équilibre au niveau de l'adhésion, et qui permet en fait ces propriétés singulières de stabilité et de dynamique. En particulier, nous avons vu que l'organisation microscopique des structures d'adhérence, des molécules d'adhérence en microdomaines, leur capacité à être renforcées par les forces contractiles sont à l'évidence la résultante des couplages avec des forces mécaniques. Donc on ne peut pas comprendre en fait pleinement la dynamique de l'adhérence en se référant uniquement à des modèles à l'équilibre, quand bien même ils ont une certaine capacité de prédire le comportement macroscopique des tissus embryonnaires. Et puis j'ai souligné un dernier point que j'ai découvert en préparant les cours et qui me semble à la fois extrêmement important et très peu étudié, et qui pour nous en fait est un point d'attention particulier dans nos recherches et que j'ai proposé être un point d'attention plus général, c'est ce que l'on peut entendre par les processus dissipatifs, c'est-à-dire ce qui au niveau microscopique assure finalement l'irréversibilité des processus. Donc finalement, retenir que l'adhésion n'est pas simplement un processus d'association à l'équilibre entre cellules, mais finalement que c'est un processus actif et qui utilise les processus actifs de couplage avec les forces contractiles pour rendre compte à la fois de la cohésion et de la dynamique des cellules. Alors bien sûr, après j'ai développé en deux cours le thème très général de la tension cellulaire en développant deux points. La tension de la membrane,
qui joue un rôle prépondérant notamment dans les processus de motilité cellulaire et qui permet en fait de coupler à distance différentes régions d'une même cellule, tout en même temps en développant dans le dernier cours la tension corticale, celle qui résulte de la tension des réseaux d'actomyosine, de la contractilité propre des moteurs jouant sur ces filaments d'actine et qui, étant associée au cortex, à la membrane, assure une tension corticale mesurable. Et c'est finalement l'adjonction de la tension de membrane et de la tension corticale qui, en fait, donne naissance à cette tension cellulaire. Et cette tension cellulaire, que l'on peut mesurer expérimentalement, par exemple, dans ces cellules-ci, résulte de la tension d'actomyosine que l'on voit dans ce signal en vert. Ce que vous voyez en vert, c'est un réseau contractile d'actomyosine. Vous voyez qu'il est extrêmement dynamique et vous voyez que c'est lui en même qui induit les déformations des cellules en permanence. Donc, l'adhésion cellulaire comme la tension cellulaire sont tous les deux des processus actifs qui interagissent les uns avec les autres. Souvent, on présente l'adhésion comme des forces de cohésion, la tension comme des forces de remodelage, mais sans voir que finalement, et c'était en fait un des points importants de l'an dernier, c'est que c'est précisément parce que l'adhésion doit être entendue comme un processus actif, dépendant des forces d'actomyosine, que l'on peut comprendre en fait ce paradoxe de cohésion et de plasticité. Et en particulier, il y a toute une partie de la littérature qui souligne que l'adhésion est renforcée par les forces contractiles. Si l'on tire de façon si le réseau en vert contractile exerce des forces de tension contre les interfaces ici marquées en violet, il y a toute une série d'expériences dans un grand nombre de systèmes qui montrent que l'adhésion est renforcée. Et en fait, on comprend bien la fonctionnalité de ces interactions, c'est qu'elles permettent de renforcer l'adhésion à mesure que les forces contractiles se développent. Sans quoi, on pourrait atteindre un seuil de rupture qui en fait dissocierait un tissu. Et que l'on peut voir se manifester, par exemple, lorsque l'on compromet ou les couplages entre les forces l'adhésion, les complexes d'adhésion et les forces contractiles dans les mutants, par exemple, ou lorsque la contractilité excède un certain niveau. Donc, si vous voulez, un tissu a besoin de résister à des forces de tension, à un stress sous tension, qui résulte de forces, par exemple, perpendiculaires aux interfaces marquées ici en violet, et qui sont permanentes dans ces cellules. Et en même temps, et nous le verrons mieux dans le dernier cours de cette année, il existe des forces contractiles qui induisent le remodelage. D'où ce paradoxe. Certaines forces ou certaines conditions de forces contractiles induisent un renforcement de l'adhérence, et dans l'autre cas, elles conduisent à un remodelage. Et je pense que et les cours de l'an dernier permettaient en fait d'appréhender ce paradoxe sans le résoudre, en proposant en fait que ce sont les modes de tension, de contrainte en fait sous tension ou de cisaillement en fait, qui en fait corrèlent et induisent dans un cas le renforcement et dans l'autre cas le remodelage. En d'autres termes, il ne s'agit pas simplement d'appréhender l'amplitude des forces contractiles générées par le réseau d'actomyosine, mais également leur distribution spatiale et les contraintes de tension ou de cisaillement qu'elles induisent, qui en fait dépendent en fait de l'orientation de toutes ces forces contractiles dans le plan du tissu et même en 3D si l'on appréhendait le système de façon tridimensionnelle. Donc finalement, le message principal à retirer, c'est qu'on a tous les ingrédients mécaniques et moléculaires pour comprendre le paradoxe de la plasticité et du remodelage, mais ce n'est pas encore quelque chose de pleinement compris. J'ai proposé l'an dernier que ce soit en fait l'interaction entre les contraintes sous tension et les contraintes de cisaillement et les interactions avec les forces d'adhésion qui en fait induisent en fait, dans un cas la plasticité, dans l'autre cas la stabilité des interfaces cellulaires. Voilà, donc finalement, nous avons apporté en fait, des éléments de compréhension à la stabilité et la dynamique intrinsèque des tissus épithéliaux, et de plus généralement de tout tissu dans lesquels les cellules sont en adhésion les unes avec les autres. Voilà donc un résumé rapide des cours précédents. Il me semblait important de m'arrêter dessus parce que certains d'abord sont nouveaux, n'ont pas forcément vu l'an dernier un certain nombre de choses. Et puis deuxièmement, je pense que c'est sur cette base que l'on peut mieux appréhender ce que je vais développer avec vous, ce cours et les suivants. Donc finalement, maintenant, nous allons aborder la question de l'information. Finalement, ce n'est pas tout de simplement développer des contraintes qui induisent une plasticité et une cohésion. Il s'agit maintenant de comprendre comment dans l'espace et le temps, ces forces contractiles en fait, opèrent pour induire des mouvements de cellules, des remodelages d'interfaces de cellules qui permettent l'agencement remarquable que nous voyons dans ces films.
Ce film a une autre vertu que de montrer l'agencement dans l'espace des cellules. On voit ici à gauche un film d'un embryon d'oursin qui, en fait, connaît ses premières divisions cellulaires, et on voit une orchestration dans le temps et l'espace absolument remarquable. Dans ce cas-ci, c'est un processus extrêmement régulier, et dans d'autres embryons, par exemple la souris, le processus est bien sûr un peu moins régulier, mais néanmoins, on voit bien ces agencements dans l'espace et le temps se développer d'une façon très remarquable. Nous allons voir maintenant à droite un autre film qui ne discerne plus l'individualité des cellules. C'est un embryon de poisson zèbre dans lequel on va voir maintenant toute une série de réarrangements à l'échelle macroscopique qui vont donner naissance à l'axe antéro-postérieur, puis la formation des différents somites, c'est-à-dire des structures segmentées de l'embryon. Et on voit bien ici que maintenant, on est dans l'ordre de grandeur de plusieurs, non pas de quelques cellules comme à gauche, mais de plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de cellules, plusieurs centaines de milliers de cellules certainement, qui modifient leur contact, leur mobilité et leurs interfaces par le jeu des forces contractiles jouant en interface avec les processus d'adhésion et qui vont donner, disons, ces structures macroscopiques remarquables. Et donc ici, ces films ont pour objectif de montrer l'organisation dans l'espace et le temps des processus cellulaires que l'on doit comprendre toujours en arrière-fond en termes d'interaction adhésive et de forces contractiles ou protrusives qui modifient la dynamique cellulaire. Donc, d'où vient l'information sous-jacente? Alors, je vous propose dans une grande partie du cours, finalement, de mener une réflexion sur comment penser cette information, et nous verrons que cette réflexion, en fait, est extrêmement riche. Un sous-thème important de ces cours cette année, c'est celui, comme je le indiquais dans le titre du cours, de programme versus d'auto-organisation. Et nous allons voir comment cette distinction s'instaure dans les diapositives qui suivent. J'aimerais partir d'une diapositive qui montre de façon très simpliste, mais néanmoins fort utile, une façon de penser l'information dans les processus morphogénétiques. Il s'agit donc de l'analogie de l'origami, dans laquelle nous savons bien qu'il y a des instructions dans l'espace et le temps qui commandent des opérations mécaniques, en l'occurrence de repliement, et qui, d'étape en étape, produisent des structures, ici assez complexes, mais qui peuvent l'être encore plus. Dans ce schéma-là, outre la distinction entre information et mécanique, il y a également une relation hiérarchique entre l'information et la mécanique, représentée par cette flèche, dans laquelle finalement l'information dicte les opérations mécaniques d'une façon très verticale et descendante. Néanmoins, l'analogie a ses limites. On sait bien que dans le vivant, et depuis Leibniz, qui a pensé la dynamique comme un processus intrinsèque au vivant, l'information doit être recherchée à l'intérieur des embryons et des cellules. Et donc, la question posée dès le XVIIIe siècle, et qui n'a trouvé qu'un commencement de réponse scientifique à la fin du XIXe siècle, comme nous allons le voir, concerne finalement la recherche de la nature de l'information intrinsèque propre au développement morphogénétique. J'aimerais d'abord partir de ce qui était un point important du cours, qui est la notion de stabilité de la forme. Les composants ne sont pas stables, mais la forme demeure. Dans son livre What is Life, Erwin Schrödinger, dans son paragraphe d'introduction, utilise une illustration en mots que moi j'ai traduit en portrait. C'est la stabilité des formes de la lignée des Habsbourg, dans laquelle on voit un prognatisme très remarquable et qui finalement traverse une centaine d'années, voire plus. J'ai limité ma recherche c'est à peu près un siècle. Et donc on voit bien qu'ici, certains traits morphologiques peuvent traverser les siècles. Donc il y a une stabilité des formes pour les visages qui est assez remarquable, mais bien entendu, nous avons à l'esprit une stabilité de forme beaucoup plus extraordinaire, comme par exemple l'observation de moustiques pris dans l'ambre il y a quelques dizaines de millions d'années par rapport aux moustiques contemporains. On sait bien que leur information génétique a pu changer, mais néanmoins la forme est en tout point extrêmement semblable. Et donc finalement, la stabilité des formes excède celle des temps géologiques. Quelques dizaines de millions d'années, c'est la formation des Alpes, par exemple. Donc, il y a une persistance de la forme, et donc ce qui sous-tend la stabilité des formes est quelque chose qui, au niveau moléculaire,
a peut-être une certaine évanescence, mais qui néanmoins induit par les mécanismes propres de la génétique, on le sait tous, cette stabilité des formes. Et je pense que c'est important d'avoir visuellement ce type de représentation pour saisir l'importance de la découverte de l'information génétique. Alors, j'ai décidé de m'arrêter une minute sur les notions clés en fait, qui montrent en fait, le parcours assez lent pour penser l'information développementale. Et je commence simplement au XVIIIe siècle, à l'époque où les penseurs, les philosophes matérialistes ont essayé de penser cette notion. Et notamment Buffon, qui développe trois notions importantes. Celle de molécules organiques, qui est en fait la décomposition moléculaire ou corpusculaire des composants biologiques, qui à l'époque n'étaient ni pensés en termes de molécules ou de cellules, mais simplement de particules qui s'agencent et interagissent les unes avec les autres. La deuxième notion clé est celle de force pénétrante. Suivant le siècle des découvertes des forces gravitationnelles par Newton, l'idée ici est de transposer à l'échelle microscopique l'équivalent des forces newtoniennes, dont on sait en fait qu'elles agissent à distance. Finalement, il y avait cette recherche d'une force équivalente que Buffon appelle force pénétrante. La troisième notion qui nous intéresse encore plus ici est celle de moule intérieur. Voici un terme un peu étrange, mais qui finalement est finalement le corollaire de ce qu'on appellerait l'information. Et cette information, ce moule intérieur, a une notion tridimensionnelle, au sens où ce n'est pas simplement le moule extérieur de la forme extérieure, mais simplement quelque chose qui expliquerait comment les organes se retrouvent au bon endroit et leur bonne forme, etc. Donc on voit déjà avec Buffon, donc en plein XVIIIe siècle, le début d'une pensée matérialiste de la forme biologique et de l'information qui est sous-jacente, sans en donner plus de signification. Maupertuis, à peu près à la même époque, a une pensée intéressante développée dans Vénus physique et dans son essai sur la formation des corps organisés, que je vous invite à lire, qui est très court, dans lequel il y a ces particules interagissent les unes avec les autres et sont capables en fait de se reconnaître en fonction de leur origine et de s'agencer dans l'espace pour produire les organes. Il y a une distinction entre ce que Maupertuis et Diderot disent de la chose, mais la même notion est développée, celle de quelque chose qu'on pourrait appeler celle d'affinité, de reconnaissance de particules qui auraient des propriétés semblables et dont les règles d'association permettent d'expliquer l'émergence des formes et même la transmission des formes d'une génération à l'autre. Et finalement, je pense qu'on peut souligner aussi la contribution de Claude Bernard, héritier de cette pensée matérialiste du vivant, qui distingue, et c'est là le point qui me paraît intéressant, des forces physico-chimiques qui gouvernent la matière vivante, à distinguer de ce qu'il appelle les forces morphologiques qui gouvernent l'organisation ou la forme des corps organisés. Donc cette distinction entre forces physico-chimiques qui agissent sur la matière et forces morphologiques qui jouent sur l'organisation révèle, même à la fin du XIXe siècle, la difficulté de penser les forces morphologiques, finalement ce qui informe de façon dynamique la forme des organismes, en termes matérialistes. Parce que finalement, cette force morphologique décrite par Claude Bernard a quelque chose qui relève d'un relent un peu vitaliste, au sens où elle n'est pas définie. Et en fait, j'ai voulu souligner cela pour montrer la difficulté en fait, de penser de façon qu'on appellerait aujourd'hui moléculaire ou mécanistique cette information biologique. Et nous allons voir dans cette diapositive voilà, comment finalement elle s'impose d'elle-même à la fin du XIXe siècle. Donc, dans ce contexte-là, je rappelle que la pensée des processus morphogénétiques a connu deux grandes étapes. La première, c'est celle dans laquelle le développement n'est à penser que comme un processus de déploiement par croissance de formes déjà présentes, non seulement depuis le début de l'organisme, mais même depuis l'origine des formes, dans une pensée créationniste, et qui, en fait, avait l'avantage qu'elle était mécanique, au sens où on pensait, quand on était préformationniste, de façon mécanique, dans lesquelles il y avait des forces qui agissaient très concrètes sur la matière. On n'était pas vitaliste quand on était préformationniste. En revanche, la pensée de l'épigénèse, c'est-à-dire de l'élaboration graduelle des formes, qui remonte à Aristote, elle, et qui en fait est juste, elle, malheureusement, était vitaliste, parce que précisément, elle excluait l'idée d'une explication mécanique de ces processus d'épigénèse. Et finalement, ce qui était très difficile, ça a été d'associer le concept juste, d'un point de vue scientifique d'épigénèse, c'est-à-dire d'élaboration graduelle de la forme, avec une pensée mécanique ou mécaniciste, c'est-à-dire dans laquelle les forces agissent sur la matière pour l'organiser. Et en fait,
cette jonction entre les deux, cette association d'une pensée mécanique ou mécaniciste et de l'épigénèse a pu s'imposer qu'à la fin du XIXe siècle, notamment lorsque les molécules support de l'information biologique, d'abord les chromosomes, puis l'ADN, mais en fait cristallisées par la théorie de Walter Sutton et de Theodore Boveri, qui montre en fait que les chromosomes sont le support de l'information morphogénétique du développement, qui donnait ainsi une définition moléculaire, chimique, au processus non seulement de l'hérédité, mais même du développement. On voit ici ces expériences remarquables de Theodore Boveri chez l'oursin, dans lesquelles il induit, il force des fusions de cellules et donc générant un karyotype anormal. Et en suivant le karyotype dans la descendance des cellules, on voit en fait des anomalies développementales corrélées avec des anomalies de ségrégation chromosomique, montrant ainsi l'action, en tout cas suggérant l'action causale des chromosomes et de ce qu'ils contiennent, l'ADN, sur les processus génétiques. Donc l'information, il est situé sur ces chromosomes. Voilà en fait l'avènement d'un long parcours qui associe pensée mécanique et épigénèse, c'est-à-dire élaboration progressive de la forme. Après ce parcours, qui montre finalement qu'il n'a pas été simple de penser l'information en termes moléculaires, il s'agit aussi de contempler maintenant la diversité des formes. Et finalement, nous sommes ici en plein dans les grands débats du XXe siècle, dans lesquels on savait que les formes sont aussi diverses que représentées, par exemple, dans cette diapositive. On observe en haut à gauche une petite larve de drosophile, on observe ici un poisson zèbre, ici la peau d'un poulet, et ici le pelage d'un zèbre. Ici, en fait, des organes internes, nous reparlerons de cela, l'intestin chez le poulet. Donc finalement, dans toute cette diversité de formes, et nous savons combien cette diversité est grande, il s'agit de reconnaître néanmoins des régularités, si l'on veut penser de façon générale et distinguer des principes qui en fait organisent ou qui président à l'information de la morphogénèse. Et on voit par exemple dans ces diverses formes des symétries bilatérales que l'on voit très bien ici, dans cette vue dorsale d'un poulet, des répétitions d'unités qu'on appelle les segments, ou alors des longueurs caractéristiques qui sont propres, par exemple, dans les pelages, ou alors dans les structures internes des organes, comme ici ces villosités intestinales qui sont en cours de développement. Nous y reviendrons. Donc finalement, l'objectif est de penser de façon générale et de distinguer des principes informatifs qui organisent cette matière au cours des processus développementaux. Pour ne pas tomber dans le risque de croire qu'il existe une information spécifique à chaque espèce et qu'il n'y a rien d'universel à observer. Et en fait, voilà ce qui a été un combat important, et j'aimerais revenir sur les notions fondamentales qui ont permis de penser de façon unitaire ou générale le processus d'information biologique. Donc finalement, en regardant ces différentes structures, il s'agit d'abord de reconnaître, d'un point de vue purement descriptif d'abord, des axes d'organisation, par exemple évidemment l'axe antéro-postérieur, l'axe dorso-ventral, même l'axe gauche-droite, parce qu'il existe une dissymétrie subtile mais néanmoins caractéristique de chaque espèce, de chaque individu. Et donc l'adjonction de ces différents axes permet de décrire de façon adéquate l'embryon. La question est de savoir si ce processus descriptif du scientifique correspond à quelque chose que l'organisme lui-même construit pour définir, pour organiser dans l'espace et le temps les comportements cellulaires. Et par exemple, pour partir de cette approche descriptive, pour aborder la question de la définition d'axes principaux et à partir de là de coordonnées spatiales caractérisant ou associées aux cellules, on peut partir d'une approche qu'on va dire qui utilise les systèmes de coordonnées comme moyen de décrire l'organisation des cellules et les formes. Et pour cela, Darcy Thompson, clairement, dans son essai On Growth and Form, l'utilisation de ces axes de coordonnées est un processus descriptif qui lui permet de penser la transformation interespèce en termes de modification mécaniquement déterminée de ces systèmes de coordonnées. D'accord ? C'est vraiment ce qu'il définit. Alors on voit ici quelques illustrations chez des crabes, mais également les squelettes. Vous avez tous en mémoire ces images remarquables, mais je voulais souligner ici que le système de coordonnées est essentiellement pensé comme un processus mathématique descriptif et les transformations conformes mathématiques permettent de penser la continuité d'une espèce à l'autre, d'accord, avec l'action de forces mécaniques
qui induirait la déformation du système de coordonnées et serait ainsi à l'origine de ces différences morphologiques entre les espèces. Néanmoins, l'étape majeure a été de passer d'une utilisation d'un système de coordonnées comme processus descriptif à une perception d'un système de coordonnées comme moyen utilisé par l'embryon pour positionner ces cellules dans l'espace et le temps et ainsi déployer une information morphogénétique. On doit ce changement conceptuel majeur essentiellement à Louis Wolpert. En 1969, son article sur ce qu'on appelle l'information de position définit en fait la façon de penser de façon unitaire les processus d'information en termes de coordonnées spatiales. On est dans un contexte 69 qui suit notamment Jacob et Monod, les processus de différenciation cellulaire et la découverte de régulation génétique à l'œuvre dans la différenciation cellulaire. Et il y avait une certaine façon de dériver, de partir de ces découvertes pour considérer que chaque caractéristique cellulaire, chaque état différencié, et partant de là, toute espèce, aurait des mécanismes propres d'information et qu'il n'y aurait rien forcément de général à trouver entre une drosophile, disons, et un homme. Ce que Louis Wolpert, qui venait d'une formation d'ingénieur, donc pensait différemment du commun des généticiens de l'époque, était de dire finalement il doit y avoir quelque chose d'extrêmement général qui définit en fait des coordonnées dans l'espace et le temps. Et pour illustrer son propos, on voit ici une figure très intéressante de son article dans laquelle il définit donc ici un génotype France et un génotype américain, dans lesquels il y a donc des motifs, des patterns tels qu'il l'utilise, on l'utilisait à l'époque, et imaginons par la pensée une expérience où l'on transpose un groupe de cellules d'un embryon d'une partie du génotype France vers le génotype US, et on prédit en fait que bien sûr l'état différencié est différent, propre à chaque génotype, et donc on a ici un morceau de cellules du génotype France déterminé ici, mais en revanche, on voit bien que les caractéristiques du motif France ici correspond exactement à la position dans laquelle la partie receveur. C'est-à-dire qu'ici, on est à la frontière entre le bleu et le blanc, et ici, on est entre le blanc et le rouge. Parce qu'il utilise l'information spatiale, les coordonnées déterminées par l'hôte de cette expérience de greffe. D'accord ? Si jamais la cellule n'avait pas lu en fait, une information de position propre à l'hôte, elle aurait gardé en fait, la jonction bleue et blanche, qui est celle dans laquelle elle était dans le tissu de départ. Donc vous voyez, et réciproquement, une expérience, si l'on transpose en fait ce tissu US vers le tissu français, bien sûr on change l'état différencié, c'est normal, mais en même temps on voit bien qu'ici, les coordonnées spatiales de ces cellules sont celles qui correspondent à cette position dans l'embryon avec le génotype US, donc en fait correspondent à cette zone-là, c'est ce que l'on voit ici. Donc vous voyez que c'est une expérience de pensée, d'accord, mais l'expérience peut être faite. Wolpert raisonne qu'on peut distinguer l'état différencié qui résulte de toute une série de processus morphologiques, notamment mécaniques, mais il existe en amont un invariant, quelque chose qui est propre à chaque espèce, quelque chose qui agit en amont de façon potentiellement universelle, qui est ce qu'il appelle une information de position, comprendre simplement les coordonnées, par exemple cartésiennes, le long des axes que nous avons vus, par exemple antéro-postérieurs et dorso-ventraux de l'embryon. Voilà, donc finalement, avec Wolpert, on commence à penser l'utilisation de coordonnées, d'informations de position, comme moyen, comme information, qui, en amont des processus mécaniques, gouverne tous les processus de différenciation et de mouvements cellulaires tels que nous avons vus l'an dernier. Un certain nombre d'expériences en fait, ont montré que cette expérience de pensée en fait, correspondait à la réalité. Vous soulignez une expérience faite dans les années 70, peu de temps après, qui montre, en utilisant comme mutation, non pas France-US, une mutation qui s'appelle Antennapédia, et vous savez peut-être, qui transforme l'identité des antennes en pattes. Vous voyez, à la place des antennes de cette drosophile, nous avons des pattes qui se développent. Donc là, c'est le génotype, l'équivalent de France-US, qui est changé. Et à regarder de plus près, les auteurs de cette étude montrent qu'il existe une correspondance point par point le long de l'axe proximo-distal de la patte et de l'antenne, qui montre qu'il existe un invariant qui donne cette information de position. En particulier,
Donc les expériences sont faites de façon clonale. On induit une mutation en TNAPédia, non pas dans tout l'organisme, comme on le voit ici, mais dans un certain groupe de cellules que l'on peut suivre. Et j'ai utilisé un code de couleur à dessin bleu-blanc-rouge qui serait l'équivalent de ce que l'on a à gauche pour montrer que, par exemple, ces cellules proximales de l'antenne induisent une transformation qui est équivalente à ce que l'on a comme structure proximale dans la patte, etc., etc. Et donc, il existe une correspondance induite, représentée par ces flèches entre les structures proximodistales de la patte et de l'antenne. Et cette chose commune qui assure cette correspondance est précisément une information de position, un système de coordonnées proximodistales entre ces différents organes. Donc voilà une expérience, mais de nombreuses autres ont montré que cette théorie d'information de position proposée par Wolpert était juste. Et donc retenir qu'il existe un mécanisme de définition de coordonnées spatiales dans chaque organe, dans chaque embryon. Et l'intérêt de cette pensée d'information de position, c'est qu'elle permet d'imaginer des processus potentiellement généraux qui opèrent d'un tissu à l'autre et même d'une espèce à l'autre et qui définissent cette information de position. Dès lors que l'on découple les processus morphogénétiques ou de différenciation des processus informatifs, on peut avoir une information universelle, même définie par le même système de molécules, qui définit les coordonnées et dont la traduction en termes de différenciation et de mécanique est tissu spécifique ou espèce spécifique. D'accord ? Et donc elle permet de penser de façon potentiellement universelle l'information, les processus informatifs. Voilà ce que je voulais souligner comme étape clé dans la pensée de l'information biologique, l'information des processus développementaux. J'aimerais maintenant m'arrêter un tout petit peu sur finalement qu'est-ce qu'on entend par information, la comprenant maintenant comme quelque chose de potentiellement universel. J'ai fait le test auprès de nombreux collègues. Quand je dis à mes collègues qu'est-ce que l'information biologique, tout le monde répond évidemment l'information génétique. Et déjà, sur ce point-là, souvent, lorsque l'on apprend ou l'on discute de l'information, on peut avoir un peu tendance à parler de l'information contenue sur les chromosomes en termes d'empreinte, blueprint. Et je pense que c'est très pauvre par rapport à la richesse de ce qui caractérise l'information contenue portée depuis Sutton et Boveri dans les chromosomes. On peut, à mon avis, plus judicieusement parler de recettes, peut-être terme un peu trivial, ou si l'on veut dire, en utilisant un terme informatique, d'operating system, c'est-à-dire de moyens de prescrire une séquence d'opérations dans un temps fini, comme pourrait le faire une machine algorithmique, avec l'idée que cette information est récursive, c'est-à-dire qu'elle agit sur elle-même d'une façon autonome. Et donc très loin de l'idée d'un disque dur, qui est en fait l'image triviale que l'on donne lorsqu'on explique, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans le noyau, les chromosomes, qui sont un peu le disque dur de la cellule. En fait, c'est beaucoup plus que ça. L'information génétique contient les propres moyens de sa lecture, de sa copie, chose que nous savons tous. Et donc, je pense qu'il faut faire attention aux termes, et je voulais souligner cette notion d'operating system comme façon, à mon avis, plus juste de se dire sinon l'intégralité, en tout cas certaines propriétés clés de l'information génétique. Est-ce le tout de ce qui concerne l'information morphogénétique ? Non. À mon sens, il est extrêmement important de souligner les propriétés physiques, au sens où l'information génétique, comme on le sait, joue un rôle essentiel. Il suffit de regarder des jumeaux homozygotes, en fait, pour voir le poids de la génétique dans l'information des processus morphogénétiques. Néanmoins, on passe sous silence le fait que cette information agit de façon physique sur une matière décrite uniquement physiquement, et clairement l'information génétique ne prescrit pas au niveau moléculaire toutes les dynamiques spatiales et temporelles des molécules et des cellules. Et donc il y a toute une série d'informations qui est contenue dans la réalité physique du monde biologique, de la matière vivante, et qui était très importante à souligner. En particulier, de façon très triviale, il y a une certaine chimie du vivant. On sait qu'elle se distingue dans la matière vivante de la matière inerte, certaines proportions de molécules, la complexité de certaines molécules. Mais je voudrais souligner notamment, et un graphe ici un peu petit en fait l'illustre, le fait qu'il existe certaines propriétés du vivant,
notamment à l'échelle moléculaire, à l'échelle nanométrique, qui est en fait l'ordre de grandeur de toutes les molécules qui sont celles du vivant, qu'il s'agisse des protéines ou des molécules d'ADN. Et à cette échelle, il y a une propriété qui n'est rencontrée à aucune autre échelle, c'est le fait que toutes les énergies, énergie mécanique, énergie électrostatique, énergie thermique, énergie liée aux liaisons chimiques, sont toutes dans le même ordre de grandeur. En fait, on voit ici ce point particulier qui distingue, dans lequel toutes les énergies ont le même ordre de grandeur, permettant ainsi des interconversions énergétiques, par exemple d'énergie chimique en énergie mécanique, et utilisant pour cela, en raison de l'importance qu'elles ont, les fluctuations thermiques pour assurer des transitions. Voilà quelque chose qui n'est pas du tout présent même à l'échelle micrométrique et à fortiori notre échelle. Donc nous n'avons pas une intuition naturelle de ce monde et toute l'information biologique dont on parle, l'ADN, etc., opère dans ce monde nanométrique dans lequel les interconversions énergétiques sont monnaie courante et les processus d'évolution et de développement cellulaire utilisent cette proximité des fluctuations thermiques non pas comme un ennemi contre lequel il faut lutter, mais comme finalement quelque chose qu'on exploite pour finalement induire en fait des dynamiques à l'échelle nanométrique, moléculaire, et partant de là à l'échelle cellulaire. Donc finalement tout un monde extrêmement important sans lequel l'information génétique, telle que nous la concevons traditionnellement, n'aurait pas d'action, on ne la comprendrait pas. Donc il s'agit de comprendre vraiment ce monde physique tout à fait peu ordinaire pour nous, pour comprendre comment cette information génétique opère. Il existe, en raison, par exemple, des lois de diffusion, d'un certain nombre de choses, des contraintes physiques qui sont extrêmement importantes et pour mieux comprendre et qui informent à leur façon les processus morphogénétiques. Et puis, bien sûr, comprendre que, comme les physiciens décrivent la mécanique et la thermodynamique, par exemple, pour décrire un certain nombre ou comprendre un certain nombre de processus, leurs lois d'évolution dans le temps, toute l'information génétique opère dans ce monde physique contraint par ces lois de régularité que l'on analyse. Et donc, il est extrêmement important d'avoir à l'esprit aussi toutes ces réalités physico-chimiques qui, en fait, contraignent, orientent et ainsi informent les processus biologiques à l'échelle cellulaire et moléculaire, cellulaire et donc développementaux. Et dernier point, je voudrais souligner aussi un autre aspect qui est finalement l'importance de l'environnement et de l'histoire, qui finalement on peut comprendre comme le résultat d'interactions entre les processus génétiques et physiques. Et en particulier, ce qu'on pourrait appeler la géométrie du vivant ou son organisation de façon plus riche, et qui finalement prend en compte le fait que dans une cellule comme dans un organisme, le milieu n'est ni isotrope ni homogène. Il est organisé, c'est-à-dire qu'il existe des discontinuités, il existe une certaine dimensionnalité. Par exemple, la surface d'une cellule a une certaine complexité. Non seulement c'est déjà en 2 dimensions, mais même il y a des microdomaines qui se définissent dans lesquels les interactions moléculaires ne sont pas à penser dans un milieu isotrope et homogène. Et cette complexité de l'organisation à toutes les échelles, de l'échelle subcellulaire à l'échelle du tissu et de l'organisme, est absolument nécessaire à décrire pour comprendre comment l'information génétique se déploie. Et donc, il est lui-même intégré à une description de l'information plus riche. On pourrait aussi parler de l'information dite épigénétique, c'est-à-dire celle de l'environnement. Pensons à la température d'un organisme qui varie d'un organisme à l'autre, à la composition chimique, etc. Également, enfin, à l'histoire, c'est-à-dire qu'une structure, l'état initial d'un système, par exemple la cellule juste fécondée, n'est pas dans un état homogène, il est lui-même le résultat d'une histoire, l'histoire de la polarité de l'organe dans lequel, par exemple, la cellule est née, dans un embryon de drosophile. Cette polarité vient de la polarité de sa mère, comme dit Pouperus depuis des générations et des générations. Dans une cellule en fait, un organisme qui naît dans l'océan, c'est la fécondation avec un spermatozoïde qui donne une brisure de symétrie initiale qui informe. Donc cette histoire est toujours importante pour comprendre comment l'information se déploie. Donc finalement, associé à l'idée, la notion bien connue d'information génétique, tout le monde physique dans lequel elle s'opère, avec les lois qui contraignent sa dynamique, et puis également celle de l'environnement, en ayant bien à l'esprit la dimension historique, c'est-à-dire que si on prend tous les composés d'une cellule, qu'on les mélangeait, on n'aurait pas, pour commencer, un embryon complètement constitué. Il faut sans doute commencer par une structure organisée dans l'espace et le temps, qui est le résultat d'une propre histoire. Et voilà quelque chose qui est extrêmement important et propre au vivant.
Ayant ça à l'esprit, finalement, maintenant, j'aimerais m'arrêter sur une notion centrale de ce cours et qui sera un thème présent toute cette année, à savoir le fait qu'il existe différentes façons d'appréhender l'information biologique dans le temps et l'espace et de distinguer deux modalités radicalement différentes de pensée. Celle que je vais appeler un processus de contrôle ou un programme, je vais définir ce que j'entends par là, mais qui se saisit par l'image d'un bâtiment que l'on construit dans lequel on sait qu'il y a un nombre incommensurable d'opérations à mener dans le temps et l'espace, avec l'idée que cette information est très complexe, et puis également une image d'une auto-organisation dans laquelle des structures très complexes peuvent émerger, comme on le verra, de règles extrêmement simples et rudimentaires, et qui posent la question donc, de l'émergence de formes complexes. Nous allons voir cette année toujours que l'on peut et doit penser la morphogénèse et l'information morphogénétique en termes de programme et en termes d'auto-organisation. Aujourd'hui, je me donne comme objectif de développer ces deux notions et de les illustrer. Et nous arriverons aussi au terme de ce cours. Qu'entend-on par programme ? Je voudrais souligner, et on le voit bien, pensons à la construction de ce bâtiment à gauche, mais de n'importe quelle construction, ou même au fonctionnement d'une entreprise, par exemple, même notion arrive, on a une organisation hiérarchique de l'information. Les interactions entre les agents sont indirectes par la médiation de ces multiples couches hiérarchiques. Il y a également une modularité, c'est-à-dire qu'il y a des groupes de travail. On le voit bien dans la cellule, on le voit bien dans une entreprise ou dans la construction d'un bâtiment. Les interactions peuvent être à court et long terme. Il y a un réseau d'interactions extrêmement complexe. Et donc, pour décrire ces systèmes, on a de multiples paramètres. Et donc, finalement, en contemplant ce genre d'organisation, on en vient à l'idée que le vivant, c'est beaucoup trop compliqué. Et ce genre de notion de programme a même pu décourager, par exemple, des physiciens venant vers la biologie, voyant le nombre de gènes nécessaires pour construire un organisme, etc., etc. Et donc, on peut le voir comme quelque chose qui va à l'encontre de l'effort d'identifier des processus universels d'information, comme le proposait Wolpert. Alors, je vais illustrer cela un peu plus en détail. On voit ici, par exemple, quelques premières étapes clés dans la formation d'un embryon de drosophile. On voit à droite des structures en couleur, c'est-à-dire l'expression de gènes qui occupent des territoires distincts dans l'embryon. Donc, on voit ici, à partir d'un milieu homogène, des discontinuités apparaître, qui sont en fait, que l'on peut penser comme le processus d'élaboration d'une information qui, de proche en proche, en vient à définir, par exemple, une position, une information de position propre à la jonction entre l'abdomen et le thorax. Et on voit ici à gauche l'équivalent en termes de réseau d'interaction génétique. Les codes de couleur ne sont pas exactement respectés parce que ce sont des figures distinctes, mais néanmoins, on peut voir ici, lisant le long d'une hiérarchie descendante et temporelle, des gènes, qui seront l'équivalent de celui-ci, bicoïde, qui organisent l'expression de différents gènes, les activent par ces flèches, et des répressions successives qui induisent progressivement la définition de domaines. Donc on aurait ici le temps et ici l'espace comme quelque chose d'équivalent à ce que l'on voit à droite. Je n'ai pas l'intention de rentrer dans les détails de ces réseaux, mais simplement d'illustrer cette idée, tous ces points que j'ai développés plus haut, c'est-à-dire notamment l'organisation hiérarchique, les interactions directes et indirectes, l'idée qu'il existe des rétroactions, donc un réseau extrêmement complexe. Et si l'on devait écrire les équations d'activation de ces interactions génétiques, on voit bien qu'on aurait plusieurs dizaines de paramètres et que donc il devient finalement impossible même de prédire la dynamique de ces systèmes. Et le point que je voudrais souligner, c'est que de tels réseaux existent dans le vivant, il n'y a pas de doute, et que la quantité d'informations requises pour les décrire et les modéliser est extrêmement importante. D'accord ? Est-ce l'unique façon de penser le développement ? Je pense que toute la tradition des biologies du développement, j'en suis un exemple, mais j'ai été formé à une jonction, à une transition en fait, qui a connu des changements, et finalement très attaché à cette description dans laquelle il y a beaucoup de complexité, trop de complexité, et des réseaux remarquables. Néanmoins, il faut quand même reconnaître que quand dans les années 80, des généticiens comme Eric Wieschaus, Ed Lewis et Janine Nusslein-Vollard, qui ont reçu le Nobel de physique, de physiologie et médecine en 1995, ont décrit en fait ce réseau, ils ont découvert qu'il n'y avait que quelques dizaines de gènes qui étaient suffisants pour définir l'information de position dans l'embryon. Quelques dizaines de gènes, ce n'est pas grand-chose par rapport aux dizaines de milliers que l'on sait. Donc finalement, il y avait néanmoins l'idée d'isoler un groupe de gènes très limité capable de définir l'information de position. Donc c'était un succès, finalement quelque chose qui découlait naturellement du travail de Wolpert,
Mais comme nous allons le voir, les modalités d'interaction que la communauté scientifique des généticiens moléculaires ont découvert dans les années qui ont suivi, dans les années 80 et 90, sont arrivées à ces descriptions extrêmement complexes des interactions et finalement d'une information programmée très belle, moins complexe qu'on aurait pu le penser, mais néanmoins difficilement appréhendable, notamment si l'on veut développer des modèles prédictifs de la dynamique des systèmes. J'ai isolé d'ailleurs, dans ce contexte, un texte publié en 1989 par un auteur très connu et très représentatif de cette école des généticiens moléculaires, qui finalement contraste à une époque et en lien avec un article qui décrivait la formation des bandes, à penser comme une information de position, de ce facteur de transcription, even skip, qui forme ces bandes dans l'embryon drosophile, et qui soulignait, en fait, le titre de l'article parle de lui-même, hein, Making Stripes Inelegantly, et l'auteur, en fait, contraste deux modalités que j'ai soulignées en jaune. Un modèle élégant favorisé par des modélisateurs. Model builder, je pense, était un tout petit peu péjoratif. Il s'en réfère à Alan Turing et Meinhardt, par exemple, et qui dit, en fait, que l'émergence de ces structures périodiques, comme nous allons le voir, est auto-organisée et émerge d'elle-même des interactions entre les agents. À l'inverse, alternatively, une série d'instructions serait générée au niveau des gènes GAP, c'est-à-dire les gènes qui contrôlent ces gènes de Père-Roule, donc en amont, dans cette organisation hiérarchique, et qui définirait au cas par cas une information de position. Ce qu'il avait à l'esprit, finalement, c'est cet article qui, par exemple, se référant uniquement à la formation de cette bande, que l'on voit ici, l'isolant du reste, et qui montre que l'expression de gènes dans cet endroit, l'information de position définie ainsi, résulte d'une interaction entre de multiples gènes en amont. On les voit tous, en tout cas un certain nombre représentés ici, et leur profil d'expression le long de l'axe antéro-postérieur, et qui définissent par une série d'activations par le gène bicoïde et de répression par le gène rouge et le gène vert, Hunchback et Kruppel, qui en fait définissent un territoire exclusif d'expression. Et en fait, ce qui est très inélégant dans cette façon de procéder, et que l'évolution a utilisé, c'est qu'elle est au cas par cas. Il n'y a pas un processus semblable qui définisse la formation de la bande 2 et la bande 5, par exemple. C'est une espèce de bricolage que Jacob avait lui-même décrite, et qui finalement était très inélégante par rapport à quelque chose que nous allons voir, et nous le reverrons plus tard, peut émerger beaucoup plus simplement des processus d'auto-organisation selon les instabilités de Turing, et auxquelles se réfère ici Mike Ekam dans cet article, et qui dit en fait que toutes les bandes émergent naturellement toutes seules, toutes selon les mêmes mécanismes d'interaction. Donc on voit ici quelque chose qui est très inélégant et qui relève du programme, on peut le dire, et quelque chose de beaucoup plus élégant, mais qui en fait n'a pas eu lieu. Donc en fait, il y a une certaine... j'ai souligné cet article parce qu'il révèle la différence de vue entre une vision programmatique et une vision auto-organisationnelle de l'information biologique. Nous allons y revenir. Alors, je parle de la drosophile parce que c'est un domaine que je connais bien, mais tous les organismes, en fait, il y a toute une école de pensée qui a développé cette vision programmatique. Je souligne ici un article dans lequel cela s'est beaucoup développé, à savoir l'oursin, dans lesquels on voit par exemple des réseaux d'interaction génétique qui développent les éléments du squelette de l'oursin, et qui, il ne s'agit pas de rentrer dans les détails, mais vous voyez qu'on a un peu plus de composants, on a un réseau encore plus complexe, et alors si maintenant on avait par exemple tous les gènes qui président à la formation du système nerveux chez l'homme, on aurait un réseau encore plus complexe. Donc on voit bien que ajoutant les gènes nécessaires à la formation d'un réseau, il existe un moment où ces réseaux sont tellement complets, ces réseaux de régulation génétique, que moi je prétends qu'on peut se poser la question de leur utilité pour comprendre l'information de position et les processus de différenciation dans l'espace et le temps. Cette notion de programme, j'aimerais maintenant l'illustrer, parce que je ne veux pas développer l'idée qu'elle ne serait pas utile. Elle était extrêmement importante, et elle est encore extrêmement importante pour penser l'information biologique. J'aimerais maintenant développer un certain nombre de termes qui renvoient à des concepts importants de l'information morphogénétique, qui en fait traduisent en fait cette notion de direction. J'ai choisi à dessein l'image d'un chef d'orchestre qui contrôlerait à distance et dans le temps l'action des différents éléments de l'orchestre, comme on pourrait penser d'un gène de contrôle du développement, avec ici, donc, suivant le terme de
l'ADN vu comme une recette ou un operating system, on voit bien un certain nombre de termes que j'aimerais développer. Donc, le concept d'organisateur, de gènes de contrôle, selector genes et de morphogènes. Alors, tout d'abord, j'en étais arrêté à Sutton et Boveri pour dire qu'ils avaient découvert, et Boveri en particulier, que les processus morphogénétiques dépendaient de l'information chromosomique. Une étape très très importante a été en fait celle de Waddington dans un livre remarquable, The Strategy of the Genes, publié en 1957, qui en fait décrit en fait les processus de différenciation cellulaire au cours du développement. Vous avez tous vu cette image comme un paysage dans lequel les cellules naviguent et évoluent. Voilà une métaphore qui en fait traduit l'idée d'une trajectoire reproductible et propre à chaque tissu ou espèce. Le point important est finalement cette image moins souvent représentée, mais qui dit que finalement ce paysage est modelé par l'action des gènes, représentés par ces liens entre ces petits plots sur une surface, c'est une métaphore, hein, et puis ce paysage, cette surface au-dessus d'elle. Et finalement, ces gènes, littéralement, modèlent le paysage qui permet aux cellules de traverser, d'acquérir leur identité cellulaire. Donc il traduit en fait de façon très simple l'idée qu'une trajectoire de différenciation d'une cellule est génétiquement déterminée et l'intuition est représentée par ces liens mécaniques entre eux qui sont en fait l'action des gènes. D'accord ? Si l'on prend une image d'un article très récent, hein, 2015, on voit un réseau, un lignage finalement d'évolution de destin cellulaire dans lequel on dit que l'action de tel gène permet le passage de telle identité à telle autre. En fait, il faut comprendre que ce n'est pas le gène qui fait passer au-dessus de la barrière, mais plutôt que cette barrière est modelée par les gènes et que donc, dans un mutant ou en modifiant la génétique, le paysage lui-même change, créant une nouvelle trajectoire, ce que Waddington appelle une créode, et qui permettrait donc une nouvelle trajectoire représentée en orange. Donc, avec Waddington, l'idée qu'il existe des trajectoires d'évolution qui sont génétiquement déterminées, en utilisant cette analogie d'un paysage d'évolution. En lien avec cela, et quelques années plus tard, Antonio Garcia Bellido conceptualise l'idée très importante que l'action des gènes est au niveau cellulaire. Cela nous paraît complètement trivial aujourd'hui, mais l'école des généticiens avait tellement développé un langage abstrait pour décrire la morphogénèse qu'on en avait oublié son incarnation cellulaire. Et développant une méthode d'analyse clonale qui permet de modifier génétiquement au niveau cellulaire un organisme, il a pu suivre au niveau cellulaire les modifications entraînées par des mutations génétiques et distinguer ce qu'il appelait des gènes de cytodifférenciation, ce que Wolpert appelait comme les gènes de différenciation de fait, et une information qui correspond à ce qu'on appelle les gènes sélecteurs, qui, une fois induits, restent clonalement hérités dans sa descendance. Et on le voit par exemple défini ici dans cette gène qu'on appelle ungrailed, qui, dans un embryon de drosophile qui n'est pas tout à fait représenté à l'échelle, je l'ai réduit au maximum, mais après on aurait pu vu, en fait, des petites, en vert, on voit une bande d'expression de ce gène, d'accord ? Et on peut voir, plusieurs jours après, chez l'adulte, des bandes qui sont simplement quasiment les descendantes clonales de ces cellules en verte définies dans l'embryon. Et dans l'aile, par exemple, la distinction entre une partie qu'on appelle antérieure et une partie postérieure en vert. Donc on voit ainsi des hétérogénéités se développer, une segmentation génétique qui correspond en fait plus ou moins aux segmentations morphologiques de l'organisme. Donc on voit ici avec Antonio Garcia Bellido l'idée que finalement la génétique fonctionne un peu comme un automate au niveau cellulaire et qu'à chaque division cellulaire, une décision génétique est opérée qui se transmet de façon stable, d'où la notion de gène sélecteur. Et je pense qu'en voyant la suite de Waddington, on voit mieux comment ainsi l'action des gènes peut opérer. Et ce gène sélecteur serait à comprendre vraiment comme un des porteurs de cette information de position conceptualisée par Louis Wolpert quelques années auparavant. Antonio Garcia Bellido a une énorme influence auprès des généticiens moléculaires à la suite, car il a permis en fait une analyse, une dissection génétique au niveau cellulaire de ces processus d'information génétique dont on parle. Mais on voit bien que cette notion de gène sélecteur est un gène qui se situe très en amont de processus. Finalement, il est commun à des structures embryonnaires et des structures de l'adulte, qui évidemment au niveau différencié sont très différentes, mais il traduit une information de position qui contrôle en amont énormément de processus, a un caractère, sinon universel en tout cas général. Comme on le sait, ungrailed existe aussi chez l'homme, et donc c'est aussi un gène qui est très conservé. Donc voilà, une traduction d'une information de position qui agit de façon hiérarchique au-dessus
en amont des processus mécaniques et de différenciation, et qui agit d'une façon programmatique en contrôlant toute une série de gènes en aval. Voilà un gène de contrôle, finalement. Pour poursuivre cette notion du développement comme un arbre décisionnel extrêmement complexe, je pense qu'il faut s'arrêter évidemment sur un organisme modèle que vous connaissez qui s'appelle le nématode Caenorhabditis elegans. On voit en haut à gauche un film qui montre comment les premières étapes de la division cellulaire chez l'embryon de C. elegans. Plus tard, un arbre extrêmement complexe. Je n'ai pas l'intention de rentrer dans les détails. Voilà le travail notamment de Sulston et de ses collègues qui ont montré que chez le nématode, il y avait une certaine invariance dans le lignage. Donc c'est un cas extrême dans le cas du développement des animaux, dans lequel on peut voir un arbre décisionnel qui, à chaque division, comme un automate génétique, déciderait d'une information génétique différentiellement ségrégée d'une cellule à l'autre et qui définirait progressivement une information de position extrêmement complexe et en 3 dimensions. On peut s'arrêter plus en détail sur ces toutes premières étapes de la cellule juste fécondée. La première division, il y a une ségrégation différentielle de déterminants représentée par cette couleur verte qui distingue les cellules postérieures de la cellule antérieure, et notamment les composants de la future lignée germinale sont ségrégés de façon postérieure, puis d'autres divisions cellulaires qui distinguent différents destins cellulaires. On voit ici à gauche l'arbre correspondant de cette division dite asymétrique. Cette cellule postérieure, elle-même, de nouveau, se divise de façon asymétrique, une cellule EMS en rouge et une cellule P2 postérieure, etc. etc. À ces subdivisions, à ces divisions asymétriques correspond effectivement, donc, comme je le disais, la ségrégation de marqueurs cellulaires, par exemple les déterminants de la lignée germinale, qui se retrouvent ségrégés dans cette petite cellule, alors qu'au début, ils étaient uniquement positionnés dans la partie postérieure de l'embryon. Donc, voilà une illustration assez claire du développement et de l'information biologique vue comme un processus qui se propage dans un arbre décisionnel. Ce n'est pas simplement le cas de C. elegans. Voilà un autre exemple dans un organisme plus compliqué, un tunicier ou un urocordé, dans lesquels on peut voir ici le développement embryonnaire du stade une cellule au stade adulte, ou en tout cas larvaire plus exactement, qui a une forme peut-être pas très extraordinaire, mais qui néanmoins comprend plusieurs milliers de cellules. Et on voit ici un arbre partiel des décisions opérées au niveau cellulaire et qui distingue par un code de couleur différents types d'identités cellulaires. Donc voilà une façon très générale de penser la morphogénèse et l'information morphogénétique. Donc gène sélecteur, dans ce contexte d'un arbre décisionnel vu comme un automate génétique, on peut aussi penser à ce concept de gène de contrôle, master control gene. Un exemple frappant dans les années 90 a été la découverte qu'un gène que l'on connaissait par la génétique comme important pour la formation de l'œil de la drosophile, ici, c'est-à-dire dans le mutant il n'y avait plus d'œil. La question est-ce que ce gène nécessaire à la formation de l'œil était suffisant pour produire un nouvel œil? N'importe quel généticien de l'époque, même très adhérent à l'idée que des gènes contrôlent le développement d'une façon programmatique, n'aurait pas pensé qu'une expérience aurait pu donner ce tel résultat, à savoir que la simple expression de ce gène dans la patte, comme on peut le voir ici, donne naissance à cet œil rudimentaire, qui n'est pas très impressionnant parce que l'on ne voit qu'une tache rouge, mais quand on fait une section, on voit des omatidies, c'est-à-dire des photorécepteurs, organisés de façon tridimensionnelle, de façon complexe. Donc là, ici, on a un exemple peut-être extrême, mais néanmoins réel, d'un gène nécessaire et suffisant pour la formation d'un organe, montrant bien l'utilité du concept de programme génétique capable d'induire, alors ici on a ce gène, qui en fait est au sein d'un réseau d'interactions, avec des rétroactions multiples et complexes, mais qui néanmoins est capable, lorsqu'il est exprimé de façon ectopique, d'induire l'expression, la dynamique de ce nouveau réseau pour former un nouvel œil. Donc on a ici un exemple remarquable de gènes d'information qui, de façon hiérarchique, contrôlent la mécanique et la différenciation pour contrôler le développement. Un autre exemple de gène maître concerne maintenant les processus de différenciation cellulaire. Une très belle étude par notre collègue François Père à Toulouse qui montre et qui concerne la formation de ces modestes structures qu'on appelle des denticles, qui sont en fait de petits poils organisés de façon très régulière sur l'épiderme de la larve et qui eux-mêmes résultent d'une information de position qui les situe au bon endroit,
Vous voyez qu'il y a une organisation spatiale. Et dans le détail, dans chaque segment, on voit même qu'il y a une différence. Il y a plusieurs rangées où chaque poil a sa propre identité, son orientation vers la partie antérieure ou la partie postérieure. Les tailles sont différentes. Et le point important est que finalement, cette différenciation cellulaire, on peut vraiment le voir comme une excroissance d'une cellule épithéliale représentée en vert, et qui est préfigurée par l'apparition d'une structure d'actine en rouge, qui littéralement, structurellement, forme et modèle la formation de cette denticles, de ce poil qui après n'est simplement revêtu de cuticule, est une structure inerte, morte, comme le serait l'extrémité de nos cheveux. Mais ici, il s'agit d'une excroissance et bien donc d'une différenciation cellulaire. Et de nombreuses études ont montré qu'il y avait un gène en particulier qui s'appelle du doux nom de shaven baby, donc de bébé rasé. En fait, les drosophiles aiment bien utiliser des mots qui traduisent le phénotype, car dans le mutant, il n'y a plus de tel poil, donc l'embryon est totalement lisse. L'expression spatialement organisée, représentée ici en violet de ce gène, commande directement l'expression, la différenciation de ces structures. Et en fait, ce seul gène suffit à déterminer les processus en aval. Ici, nous avons en amont l'information de position qui détermine dans le temps et dans l'espace l'expression de ce gène, et celui-ci, en aval, contrôle tous les processus mécaniques et morphogénétiques, à savoir d'un côté la formation des structures d'actine, en rouge ici, de la synthèse de la cuticule et de la membrane. Donc on a en fait toute une série de gènes, de modules de différenciation, tous induits par ce gène. Donc on peut voir shaven baby comme un gène qui est un gène maître qui contrôle toute une série de processus morphogénétiques. J'aimerais maintenant passer au concept d'organisateur, qui est une notion extrêmement importante historiquement. On oublie, et j'aimerais souligner, la figure extrêmement importante d'une personne qui s'appelle Ethel Brown, qui, faisant des expériences chez l'hydre au tout début du XXe siècle, en 1909, a publié un article dans lequel elle montrait des expériences de greffe entre une partie de l'hydre, on reconnaît ici les tentacules et ici l'appareil digestif, et cette structure-là qu'on appelle l'hydrante, et ici l'hypostome, cette partie ici, à côté de la bouche, et les greffes de cette partie d'un organisme à un autre génèrent en fait une duplication de l'axe. Les expériences ont été rendues possibles par l'utilisation d'hydres qui avaient des colorations différentes, en verte pour l'un et l'autre en blanche, transparente. Et donc vous pouvez voir ici en particulier une greffe, la partie donneur, greffée sur cet organisme maintenant coloré en vert. On voit ici une duplication de l'axe perpendiculairement à l'axe principal qui formait ces tentacules. Et donc on a ici l'exemple de ce que Ethel Brown, en 1909, appelle une stimulation développementale. Ce concept de stimulation développementale, c'est l'idée qu'il y a bien une information qui est induite par un centre organisateur, comme plus tard Spemann l'appellera, et qui organisera et qui est capable d'organiser le dessin des cellules à distance. On voit ici, j'ai montré en fait comment Ethel Brown a communiqué ce manuscrit à Hans Spemann, Compliment from Ethel Brown. Et ici, Spemann, c'est une autre écriture, écrit ici qu'il a reçu ça en octobre 1909. On ne sait pas forcément, et j'ai découvert que finalement, c'est effectivement, Spemann a été lui-même, qui est connu pour ce concept de centre organisateur, a même reçu le prix Nobel en 1935 pour des expériences qu'il a faites avec son étudiante Hilde Mangold, c'est même Hilde Mangold qui a fait le travail concrètement, mais lui-même avait reçu un manuscrit de Ethel Brown en 1909 qui montrait le concept de stimulation développementale. Voilà un exemple, entre parenthèses, de travail d'une pionnière qui n'a pas été reconnue dans un contexte où le travail des plus jeunes, et notamment des femmes, n'était pas reconnu comme il se doit. Toujours est-il que donc Hans Spemann, même s'il ne l'a pas reconnu, a été influencé très vraisemblablement par les travaux pionniers de Ethel Brown, et l'on connaît tous les expériences de Hilde Mangold, morte tragiquement à 26 ans, juste après avoir soutenu sa thèse, mais qui n'a pas pu recevoir le prix Nobel en 1935, mais qui est la co-découvreuse de ce concept de centre organisateur, et pour rappel, est visualisé par cette expérience, reproduite ici par Eddie de Robertis, dans laquelle on prend une partie dorsale de la gastrula de l'embryon d'amphibien, de Xénope ici, mais à l'origine
ce n'était pas le cas, c'était plutôt un triton, et dans lequel cette greffe dans la partie maintenant ventrale génère, ici, donc voici on voit la greffe, le tissu hôte, une duplication de l'axe antéro-postérieur et dorso-ventral tout à fait remarquable. À peu près à l'échelle, on voit que cet embryon dupliqué est plus petit que celui-ci, parce que le nombre de cellules est le même. Cela relève une autre question concernant le contrôle de la taille, mais toujours est-il que je voulais souligner la duplication de l'axe embryonnaire et donc l'idée qu'il y a bien une capacité organisationnelle de cette greffe et une notion de centre organisateur, comme nous le savons bien, absolument clé. Hans Spemann, lui, était néo-vitaliste. Il ne pensait pas qu'il y avait des molécules qui étaient en fait le porteur de cette information organisationnelle. Et c'est en fait ses descendants, Hamilton en particulier, et d'autres, qui ont permis la découverte progressive des molécules jouant un rôle important dans le centre organisateur, ce qu'on appelle l'organisateur de Spemann, et en particulier le fait, ouais, c'est très complexe, il y a toute une série de facteurs qui sont des inhibiteurs de facteurs de croissance, et ces actions inhibitrices en bleu jouent sur un fond génétique lui-même complexe qui, en fait, définit les axes embryonnaires principaux et la dynamique des tissus au cours de la gastrulation. Donc on voit ici, avec ce concept de centre organisateur dont j'ai rappelé les étapes clés, l'idée que l'information aussi agit d'une façon hiérarchique, verticale, sur les cellules pour contrôler leur différenciation et leur mécanique. Alors, le dernier point que j'aimerais développer est celui du concept de morphogène, qui décrit une modalité particulière par laquelle l'information organisatrice contrôle l'identité de position, l'information de position, c'est-à-dire vraiment les coordonnées des cellules dans un embryon, et particulièrement bien étudié dans les années 90, fin des années 80-90 chez la drosophile. Et en particulier, j'aimerais en revenir à la façon dont Lewis Wolpert lui-même a théorisé l'idée de ce morphogène qui agirait en fonction de sa concentration locale. L'idée simple est qu'il existe une substance morphogénétique, un morphogène, qui serait distribué sous la forme d'un gradient, ici exponentiel, mais il n'a pas nécessairement la caractéristique d'être exponentiel, qui donc définirait dans l'espace différentes concentrations, et en imaginant des seuils de lecture d'activation de gènes par ce morphogène distinct, on pourrait définir un seuil qui induit le gène bleu, d'autres le gène blanc, et le troisième le gène rouge. Et c'est le fameux modèle du drapeau français, French Flag Model, modélisé par Lewis Wolpert dans cet article dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui permet de penser donc la concentration du morphogène comme une information de position. Nombreuses études ont eu lieu pour attester l'existence de ce modèle dans l'embryon de drosophile. Je voudrais souligner en particulier le travail de Thomas Gregor, il y a quelques années, une dizaine d'années, qui déjà montrait de façon très quantitative la distribution du gradient de morphogène exponentiel. Ici, on voit l'espace normalisé par rapport à la longueur de l'embryon, et ici la concentration aussi normalisée du morphogène, et on voit ici une décroissance exponentielle. Et puis des études plus anciennes qui avaient montré à la fin des années 80 que si l'on modifie génétiquement le dosage de ce gène distribué en gradient, que l'on peut voir ici en blanc et quantifié ici, une copie, alors 0 copie, on regarde ici l'activation d'un tel gène bleu qui en fait répond à un seuil d'activation au-delà d'une certaine concentration critique. Sans concentration de bicoïde, dans un mutant homozygote, il n'y a pas d'activation de ce gène. Ici, on a des conditions sauvages avec un seuil d'activation positionné là où cette flèche noire le montre, c'est-à-dire à peu près ici. Et quand on a la moitié de la dose de bicoïde, 2 fois plus ou encore plus, on voit bien qu'il y a une évolution de la position du seuil d'activation le long de l'axe antéro-postérieur de l'embryon, conformément au modèle du morphogène qui dicterait que la concentration dicte la position du gène. Et plus précisément, en modélisant le processus comme ayant une composante de diffusion, l'évolution dans le temps, la concentration de bicoïde dépend de sa diffusion, avec un coefficient de diffusion ici, et d'un terme de dégradation. On peut donc définir la concentration de bicoïde comme, à partir de sa concentration maximale, une décroissance exponentielle, avec une longueur caractéristique qui dépend de la diffusion et de la dégradation, donc d tau ou d sur k,
K étant donc 1 sur tau, la dégradation, constante de dégradation du morphogène. Et donc, en adjoignant cette décroissance exponentielle avec une longueur caractéristique du morphogène et l'idée d'une activation non linéaire d'un gène cible, représenté ici par le fait que là, on a la concentration normalisée de bicoïde qui augmente, l'inducteur, et si la réponse en ordonnée, on voit en fait une réponse non linéaire avec une saturation qui est observée pour beaucoup de gènes, comme on le sait, et en associant les deux, on peut donc définir en fait un seuil d'activation avec une non-linéarité, et ainsi, on peut voir naturellement émerger à la fois un modèle et les données expérimentales qui en fait valident en tout cas ce modèle du morphogène par lequel on énonce que la concentration locale du morphogène est une information de position qui définit dans l'embryon. Alors ici, pour des raisons pédagogiques, je me concentre sur bicoïde, mais on peut reporter ce type de modèle pour n'importe quel gène en aval. Lui-même, le gène rouge, en fait, connaît une espèce de décroissance, comme on peut le voir ici, et lui-même un morphogène, comme on pourrait le dire, pour d'autres gènes en aval. Et de proche en proche, ainsi l'information de position se raffine jusqu'à quasiment se définir au niveau cellulaire. Chaque cellule a des coordonnées spatiales quasiment uniques le long de l'axe antéro-postérieur et de façon similaire le long de l'axe dorso-ventral, etc. On peut décliner encore cette thématique le long dans d'autres organes, en voyant notamment la duplication de structures dans les membres de la drosophile ou chez le poulet, dans lesquels un greffe l'expression clonale d'un gène organisateur, ici hedgehog, et le même gène chez le poulet, induit une duplication du membre le long de l'axe antéro-postérieur, avec une nouvelle petite aile qui se développe. Voilà. Dans ce genre de structure, on peut retrouver le même concept d'information de position défini par un morphogène, qui ici est un gène de la famille des BMP TGF-bêta, en gris, qui agit à distance, forme un gradient de concentration qui induit à distance différents gènes à différents endroits, définis en rouge et en bleu. On voit ici des données expérimentales qui montrent la décroissance exponentielle de ce morphogène, et des expériences ont montré que des gènes cibles, l'équivalent de ceux que l'on a vus dans la diapositive précédente, répondent à des seuils d'activation différents et induisent ainsi une information de position le long de l'axe antéro-postérieur de l'aile. Donc on voit ici, avec d'autres molécules, le même concept, le même processus de morphogène, définissant une information de position. Et finalement, peut-être ici la dernière illustration que je voulais souligner, d'une information hiérarchiquement organisée par rapport à la mécanique pour contrôler les processus de différenciation et de morphogénèse. Je vais peut-être passer sur cette diapositive, mais on peut retrouver et redécliner le modèle du morphogène en soulignant cette zone qu'on appelle zone d'activité polarisante dans le bourgeon du membre du poulet ou de la souris, dans lequel cette activité dépendante de hedgehog, le morphogène, organise à distance les identités cellulaires le long de l'axe antéro-postérieur et définit ainsi, de façon tout à fait semblable à ce qu'on a vu pour le gène de la famille BMP chez la drosophile, l'organisation, l'information de position le long de l'axe lors du développement du membre de cet organisme. Donc je voulais souligner ces concepts et montrer leur certaine universalité en montrant leur réalisation dans les embryons ou dans des structures développementales différentes chez les invertébrés et les vertébrés. Donc voilà finalement qui clôt ce chapitre sur les aspects programmatiques de l'information de position, dans lesquels nous avons vu l'organisation hiérarchique, les interactions à distance. Je n'ai pas vraiment souligné l'organisation modulaire, mais c'est quelque chose qui néanmoins est extrêmement prégnant. Les interactions à court terme, à longue et proche portée, le fait qu'il y a énormément d'interactions de multiples paramètres et que donc l'information nécessaire pour décrire ces systèmes est extrêmement complexe, mais néanmoins appréhendable en termes de réseau d'interaction génétique. J'aimerais maintenant souligner un point extrêmement important et que nous aurons l'occasion de développer beaucoup plus en détail dans les deux cours suivants, qui sont en fait les processus d'auto-organisation. Typiquement, les physiciens aiment les structures auto-organisées parce que c'est plus simple, et les biologistes n'aiment pas ou ne connaissent pas parce que c'est trop simple, justement, et qu'ils trouvent que c'est trop simpliste, que ça n'a aucune utilité, que bien sûr la biologie est très complexe. Et moi, je prétends que, d'une part, les modèles simples ont leur vertu justement parce qu'ils sont simples et qu'ils permettent justement de faire des prévisions
de prédire la dynamique du système, et que ce que tout biologiste, tout scientifique veut savoir, c'est derrière un réseau d'interactions génétiques fut-il compliqué, quels sont les paramètres de contrôle essentiels pour expliquer la dynamique du système. Et pour cela, il faut développer des approches de modélisation connaissant les aspects quantitatifs du système, et deux, retrouver le modèle minimal qui saisit la réalité dans tous ses états, y compris génétiquement perturbés. Les structures auto-organisées, c'est beaucoup plus simple, parce qu'il y a des interactions dans la forme la plus stricte, locale et directe. Il y a très peu de paramètres, et je vais essayer d'illustrer dans deux types d'exemples, l'un très rapide, l'autre un tout petit peu plus développé, à la fois une vision auto-organisée et en même temps une version programmatique. Je souligne, pour ceux qui auraient un intérêt d'étudier dans le contexte de la stigmergie et du comportement des animaux, l'auto-organisation dans les systèmes biologiques, ce livre remarquable dont j'ai donné les références. Je précise que tous mes cours, comme je l'ai fait l'an dernier, le PDF des cours sera disponible, donc vous pourrez avoir toutes les informations et en faire libre usage. Pas la peine d'écrire, vous retrouverez sur le PDF qui sera disponible dans quelques jours. Alors, je voulais d'abord souligner, puisque j'ai illustré l'exemple d'une termitière, un article, pour moi très représentatif de cette façon de penser l'auto-organisation, publié en 2016 par notre collègue Guy Terrolaz, qui est à Toulouse, et qui étudie, entre autres, le comportement des insectes et notamment des fourmis. Et comme illustration du fait que les interactions locales et quelques règles d'interaction suffisent à expliquer les structures complexes, voilà ici un film qui montre au cours du temps comment des fourmis transportent et construisent des petits amas qui sont en fait leur propre fourmilière, leur propre structure d'habitat. Et cette espèce particulière, l'Asius niger, a en fait un comportement, on va dire, très simple. Elle forme des petits agrégats, elle les transporte, et elle les dépose à des endroits. Et finalement, comment, à partir de ces trois types de comportements, peut-on expliquer la formation d'une structure aussi complexe ? On voit l'observation de piliers à des distances caractéristiques. D'accord ? Et j'ai représenté ici de façon simpliste. Donc on a ces petits piliers qui grandissent, atteignent une taille caractéristique, puis un toit se former. Alors on commence à en voir le début dans ce film qui en fait relie différents piliers les uns aux autres. Mais après, un véritable pilier se forme et une nouvelle strate se forme. Donc c'est un peu comme un millefeuille. Mais ici, on voit que la première couche du millefeuille se formait. Comment expliquer quelque chose d'aussi compliqué ? Alors on pourrait se dire, l'information pour produire ça est incommensurablement compliquée, présente dans le système nerveux de la fourmi. Et en fait, on peut modéliser et expliquer, à partir d'expérience, ce type de comportement, ce type de dynamique. Donc tout d'abord, les auteurs identifient deux formes d'interaction locale et directe qui président à la formation de ces structures. La première est une interaction de style stigmergique. Alors la stigmergie, c'est un concept forgé par Pierre-Paul Grasset, français, qui, et là on peut en voir ici sa manifestation, l'idée que en fait, le comportement et les traces laissées par le comportement dans l'environnement joue comme information qui rétroagit sur les organismes pour modifier leur comportement. Donc vous vous souvenez, dans la page sur l'information, je disais génétique, physique, environnement et histoire. Là, on en voit une illustration, c'est-à-dire que le comportement qu'a la fourmi, on va voir de quelle manière, modifie l'environnement qui rétroagit comme information sur le comportement des organismes. Alors pensons à ce concept comme une cellule produit des substances qui modifient l'environnement, qui peut rétroagir sur des cellules. Le même concept peut se réappliquer. D'accord ? Donc ici, l'élément environnemental qui joue un rôle important, c'est la phéromone, sécrétée par l'organisme. Donc on va voir qu'elle agit par rétroaction positive sur le comportement de la fourmi. Et notamment sa demi-vie qui dépend de la température, un facteur strictement environnemental. J'ai d'ailleurs souligné tout à l'heure la température dans les éléments de l'environnement jouant comme information. Elle joue sur un paramètre de contrôle et notamment sur l'espacement entre les piliers. Alors, une autre règle d'interaction locale et directe est finalement quelque chose que les auteurs appellent template-based interaction et qui en fait correspond à la taille de l'organisme. Chaque fourmi a une longueur caractéristique qui est utilisée comme règle pour notamment définir la hauteur des piliers et non pas leur espacement. Donc deux règles d'interaction qui définissent l'espacement et la hauteur des piliers, qui en gros suffit pour expliquer en première approximation la structure d'une fourmilière. Alors les auteurs font deux choses. Un, ils font des expériences, et deux, ils modélisent, connaissant ces paramètres, pour voir si effectivement les règles d'interaction qu'ils ont définies suffisent à expliquer la dynamique du système.
Donc, ils définissent, ils mesurent la probabilité de dépôt. Vous vous souvenez, hein, les fourmis forment des palettes, des petits agrégats, les transportent et les déposent. Quelle est la probabilité de déposer en fonction, d'accord, du nombre d'agrégats déposés à un endroit particulier? En gros, si le tas est gros ou s'il est petit, est-ce que la fourmi va avoir une probabilité égale de déposer un petit agrégat? Eh bien non. La probabilité augmente à mesure que le petit agrégat est fort. Donc en fait, une fourmi va préférer déposer ces petits agrégats à un endroit où il y a déjà un petit tas. Inversement, la probabilité d'en reprendre, parce que la fourmi dépose, mais elle reprend aussi, et la probabilité de reprendre un petit agrégat décroît, peut-être exponentiellement, en tout cas elle décroît en fonction de la taille de l'agrégat. Donc on voit ici les règles, finalement ce qui est un élément de positive feedback, c'est-à-dire qu'elle va amplifier, au-delà, il y a des fluctuations, et au-delà d'un certain seuil critique, la fourmi va amplifier la formation d'agrégats, et voilà le précurseur du pilier. On peut voir ici la distribution de la hauteur des piliers, donc ici la fréquence, et on voit qu'il y a une hauteur caractéristique qui ressort autour de 4 mm, qui est à peu près la taille de la fourmi. Et une autre étude expérimentale qui montre que donc l'étude en fait consiste à regarder la proportion de dépôt d'un petit agrégat par la fourmi en fonction du fait que, 1, le pilier sur lequel elle le dépose a été en présence d'hormones, de phéromones, ou en rouge, ou qu'elle n'a pas été en présence de phéromones. On voit bien que la probabilité de déposer est beaucoup plus importante si le pilier a eu une phéromone. Donc l'élément en fait, qui explique, c'est notamment cette rétroaction positive, c'est justement la concentration de l'hormone. Donc, à partir de ces règles, de ces paramètres expérimentaux, et modélisant les interactions par des simulations numériques, les auteurs voient les conditions qui président à la formation des piliers. Et en fait, au-delà d'un certain seuil de concentration de phéromones, qu'ils étudient de façon systématique, ils voient l'émergence de piliers, dont ils peuvent maintenant analyser l'espacement, la hauteur, etc., etc. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Vous avez la référence si vous souhaitez approfondir cette étude. Mais néanmoins, il y a un paramètre qui est libre dans cette simulation, c'est la demi-vie de la phéromone qui dépend de la température. Et donc, on voit ici, par un code de couleur, l'augmentation de la demi-vie de l'hormone. Et il y a toute donc, on a ici le temps, et ici, on a la densité de piliers, d'accord, et par surface. On voit qu'au cours du temps, donc, les piliers augmentent la densité. Il y a une augmentation de la densité des piliers au cours du temps, et qu'il y a toute une série de comportements où on arrive à une espèce de plateau, par forme d'équilibre, où les piliers sont espacés d'une certaine valeur. Si on en augmente la demi-vie de l'hormone, on a un autre type de comportement où les piliers deviennent très denses, puis après il y a une décroissance de cette densité. Je n'ai pas le temps de venir sur ce comportement singulier. Mais le point important, c'est qu'on peut étudier grâce au modèle l'impact de ce paramètre dit de contrôle qui va jouer sur un aspect caractéristique de la morphogénèse de ces fourmilières qui en fait l'espacement entre les différents piliers. Donc, bien sûr qu'il y a plein de subtilités qui ne sont pas saisies dans ce modèle, mais on voit bien qu'à partir de règles élémentaires d'interaction locale et dans lesquelles l'information n'est pas simplement en fait une série de gènes, mais en fait des paramètres environnementaux qui rétroagissent sur des comportements, on peut expliquer l'émergence de structures complexes telles qu'on le voit ici en 2 dimensions dans une fourmilière. Et j'aimerais pour finir passer et étudier à peu près dans une dizaine de minutes une structure développementale absolument remarquable qui est en fait la formation de structures branchées dans les organes de différents organismes. Et on voit ici le poumon chez l'homme, ici les trachées chez la drosophile ou la glande mammaire chez la souris. Alors tout d'abord, comme exemple de structure, pensez le branchement comme un programme. Un bon exemple, finalement, ce qui a été découvert chez la drosophile. On a ici l'arborescence complexe, ce que les auteurs, un nombre d'auteurs a pu montrer au cours des années 90 notamment, et que finalement, ici on a représenté au rouge le développement de l'arborescence épithéliale donnant naissance à ce réseau. La directionnalité de ces tubes, en fait, est imposée par un programme génétique qui, en bleu, définit les sources de chemoattractants
qui en fait guide la direction de ces excroissances épithéliales. Et on voit ici, en bleu, la formation, le déplacement dans le temps et l'espace de la source. Donc on voit bien ici, alors cette source, c'est FGF, qui modifie la dynamique des cellules épithéliales et qui donc induit ce changement de conformation. Et si finalement la dynamique, le programme qui contrôle le déplacement dans le temps et l'espace du chimioattractant, FGF, qui guide la morphogénèse de ce tissu épithélial. Donc finalement, la complexité est repoussée à qu'est-ce qui guide dans l'espace et le temps la morphogénèse, le déploiement dans l'espace et le temps de ces structures en bleu qui sont les cellules qui guident la morphogénèse du tissu épithélial. Et en fait, la réponse à ça est extrêmement complexe. C'est en fait, on va retrouver un promoteur dans lequel des inputs multiples et variés induisent le développement dans le temps et l'espace de ces chimioattractants. Donc voilà quelque chose qui est typiquement programmé et qui, en fait, cache une complexité de régulation génétique extrêmement importante et qui, du reste, n'a pas été analysée. Si l'on poursuit maintenant l'exemple d'une vision programmatique, on peut dire que, bon, voilà quelque chose qui est présent chez la drosophile, chez l'homme, ou en tout cas là, chez la souris. L'étude de la formation du poumon chez la souris a donné naissance à, en fait, à la proposition d'un programme qui contrôle les structures de branchement dans cet organe. Donc on voit ici différents stades embryonnaires, comment de proche en proche, par des règles de déformation de l'ensemble des cellules, un arbre morphogénétique de plus en plus complexe jusqu'à cette structure au stade embryonnaire E16. Et on voit ici un petit film qui montre un explant de ces cellules de poumon dans lesquelles les structures de branchement se développent petit à petit. Le point important, c'est qu'il y a une certaine régularité dans l'arbre de morphogénèse de cet organe. Et comme nous allons voir dans la diapositive suivante, les auteurs identifient des modes et des séquences morphogénétiques qui en fait permettent de caractériser une certaine stéréotypie dans la formation de cet arbre. Et le code de couleur, donc je vous arrête en particulier sur ces modes, les auteurs montrent qu'il y a 3 modes notamment de morphogénèse. Le premier est un mode dans lequel, à partir d'un tube, il y a une certaine périodicité de structures qui se forment le long de cet arbre, puis une rotation qui donne naissance à de nouvelles structures perpendiculaires. Et donc là, on a un phénomène, un branchement le long d'un axe préférentiel, puis une rotation. Un autre exemple, c'est simplement une bifurcation qui, à partir d'un arbre, donne naissance à une duplication qui peut se répéter, donnant naissance ainsi, si l'on voit maintenant le long de l'axe de croissance, à 4 structures, 1, 2, 3, 4. Ou alors une bifurcation avec une rotation qui donne naissance maintenant à 4 extrémités organisées de cette façon-là. Donc voilà ici par un code de couleur et leur représentation dans la structure au cours de son développement des modes de bifurcation ou de branchement organisés dans le temps et l'espace qui sont de nature différente. On les voit ici schématisés par une vue d'extrémité. En plus de ces 3 modes d'organisation, il y a également des séquences temporelles dans lesquelles ces modes sont utilisés. On voit ici par exemple, et là voilà l'arbre concret à partir desquels ces règles ont été déterminées, à partir d'un mode bleu de branchement, l'étape suivante sera la formation d'une structure de bifurcation orthogonale en rouge qui se répète, qui rétroagit sur elle-même. Donc par exemple, on voit une telle séquence se produire, ou alors une autre séquence ici. Voilà. Une autre séquence, un peu plus complexe, part d'un mode de branchement le long d'un domaine particulier, puis donne naissance d'un côté à une répétition de la même structure, ou alors à une structure de bifurcation planaire qui en fait se répète, comme on peut le voir ici. On voit ici une telle structure, donc ça c'est la séquence 2, dans laquelle on voit d'un côté la répétition de cette structure et en parallèle cette formation-là. Donc voici ici organisé dans le temps des séquences de morphogénèse et une troisième séquence un peu plus complexe sur laquelle je ne m'arrête pas. Donc finalement, l'intérêt de cette étude, c'est que derrière un poumon, personne ne pourrait penser qu'il y a une stéréotypie, deux, qu'on puisse identifier des modes ou des séquences temporelles stéréotypées d'organisation, de décision cellulaire. Et en fait, cette stéréotypie a suggéré l'idée d'un contrôle déterministe, d'un programme déterministe de morphogénèse, avec une idée d'organisation modulaire, d'où l'idée de ces modulaires alors, dans l'espace et le temps,
d'une organisation hiérarchique des décisions en fait, qui sous-tendent en fait, toutes ces régularités dans le temps et dans l'espace. Et les auteurs, par un saut qui est en fait celui d'une hypothèse, proposent que tout cela est contrôlé génétiquement et qu'en fait, notamment, il existe des routines ou des sous-routines génétiques qui contrôlent les modes et ce qu'ils appellent une routine maître, en fait, qui organise les séquences dans le temps. Alors cette modalité a l'avantage d'optimiser en fait le nombre de la surface dans un volume défini, hein, qui est en fait le volume du poumon. Voilà un exemple d'une vision très programmatique qui a été critiquée par un certain nombre d'auteurs, et j'aimerais contraster cette vision avec celle d'une structure purement auto-organisée, et qui ressort d'une étude très récente, hein, de l'an dernier, de notre collègue Édouard Anezo, qui a étudié maintenant la morphogénèse d'autres organes, de la glande mammaire en particulier. Et donc là, on a une vision totalement différente, auto-organisée en ce sens qu'au lieu d'être déterministe, elle dépend en fait de la statistique des comportements à l'extrémité de l'arbre de croissance de ces structures cellulaires. En particulier, il y a un comportement de branchement, d'élongation ou d'arrêt de la croissance de ces branches, avec l'idée qu'il existe des règles statistiques au niveau de la population, mais qui ne sont pas des règles purement déterministes au niveau local. Et on peut, alors cette phénoménologie, donc analysée dans cet article, peut se modéliser par des modèles dits de marche aléatoire par branchement et annihilation, qui sont en fait caractérisés comme suit. On a donc ici une concentration locale d'extrémité active ou une concentration locale d'extrémité inactive. Et on peut écrire une équation d'évolution temporelle détermination active en décrivant un terme de diffusion. Hein. Et puis un terme qui en fait dit que par un taux RB de taux de branchement, l'augmentation de terminaison active. Hein. Si on en a une, on peut en avoir deux, un certain taux. Et en fait une rétroaction qui dépend en fait de ce thème d'annihilation, c'est-à-dire que quand une extrémité rencontre une extrémité, qu'elle soit elle-même inactive ou active, à une certaine distance, il va y avoir inactivation de cette terminaison. Et donc, on va avoir une réduction de la concentration des terminaisons actives par un terme d'interaction, A, facteur de A plus I, avec une saturation qui correspond en fait à l'état stationnaire, à une concentration maximale de terminaison N0. D'accord. Et donc, de façon corrélative, l'augmentation des terminaisons inactives dépend bien sûr de l'élongation des terminaisons actives, et puis du même terme d'interaction qui, cette fois-ci, augmente les terminaisons inactives de façon symétrique à ce qui se passe pour les terminaisons actives. Donc avec simplement ces équations d'évolution, on voit déjà de façon très intéressante qu'il y a un feedback négatif sur la densité qui dépend de la densité locale du réseau. C'est-à-dire que l'architecture du réseau, ce qui s'est passé, son histoire, rétroagit sur le comportement local en raison de ce terme d'interaction, c'est-à-dire d'annihilation du branchement. Alors, des simulations numériques permettent d'analyser à la fois ce que prédit ce système en fonction des données expérimentales et sur trois paramètres essentiels, à savoir au cours du temps la probabilité d'arrêt de croissance d'une branche, ou alors le nombre de branches dans un sous-arbre. Donc si on a un sous-arbre, on peut analyser le nombre de branches, ou le nombre de générations dans ce branche, c'est-à-dire la profondeur de l'arbre. Et on voit ici en vert les simulations et en noir les données expérimentales. On voit une certaine conformité des données expérimentales par rapport au modèle. Donc on voit bien ici une façon totalement différente de penser ce type d'interaction. Et plus précisément, ce modèle de marche aléatoire par branchement et annihilation prédit toute une série de choses qui peuvent se vérifier expérimentalement, notamment le fait qu'il existe un front de terminaisons actives qui, en fait, au cours du temps, évolue, laissant derrière lui tout un réseau de densité égale de branches inactives. On le voit ici, au cours du temps, en rouge, les terminaisons actives, ce front qui avance, et derrière une densité à peu près égale, en tout cas dans le modèle de terminaison inactive. Et lorsque l'on compare maintenant à un instant T
les données expérimentales en rouge et les données du modèle en noir, on voit une certaine conformité. Donc le modèle prédit assez bien ce genre de comportement. Une autre propriété non triviale qui ressort du modèle et qui trouve une corrélation avec les données expérimentales, c'est finalement l'analyse des fluctuations de la moyenne du nombre de branches par rapport à la moyenne, avec une loi de puissance qui, si le système était à l'équilibre, serait un exposant 1,5, et on voit ici un exposant supérieur de 0,66, qui traduit la nature hors équilibre du système et qui surtout ressort assez naturellement du modèle et qui n'était pas du tout quelque chose d'assez évident a priori. Donc voilà quelque chose qui, de façon encore plus approfondie, montre l'adéquation du modèle pour prédire la phénoménologie du système. L'autre chose tout à fait non triviale est le fait qu'il y a une polarité intrinsèque dans la croissance du réseau, c'est-à-dire une directionnalité qui n'est pas imposée par des conditions extérieures, par exemple un chimiotactisme qui viendrait de la partie droite sur cette diapositive et qui orienterait la croissance. Cette brisure de symétrie, elle vient en fait de la rétroaction, c'est-à-dire de la densité du réseau, en fait rétroagit sur la probabilité d'inactivation. Donc il va y avoir un front d'activation à la périphérie, et donc l'historique du réseau, de la densité, en fait, oriente la croissance dans une direction particulière. Et ça, on peut le revoir par une analyse de la distribution des angles de croissance avec une adéquation du modèle par rapport aux données expérimentales. Donc là, je voulais signaler donc ce modèle qui montre toute une série de paramètres non triviaux qui émergent naturellement d'un modèle auto-organisé dans lequel il n'y a pas de loi déterministe locale, mais des lois statistiques qui jouent en modélisant une marche aléatoire avec un branchement et une annihilation en fonction de la densité du réseau. Voilà, donc pas besoin d'un modèle déterministe et a fortiori génétiquement contrôlé. Et c'est une stratégie qui optimise en fait l'expansion du réseau au détriment de sa densité optimale. Donc il n'est pas nécessaire que dans tous les contextes de branchement, ce genre de modèle fonctionne, même si dans cet article, les auteurs partent la glande mammaire, étudient ensuite la prostate et le rein pour montrer que l'on retrouve le même type de modèle collant à la phénoménologie. Alors voilà, je pense qu'il est intéressant de penser comme deux façons différentes de comprendre comment l'information morphogénétique peut être organisée. Et on voit bien ici que les paramètres pour expliquer le système sont beaucoup plus simples que dans un modèle déterministe génétique dans lequel finalement les auteurs de l'étude précédente ne disent pas quels sont les gènes qui font quoi pour contrôler ces modes et ces séquences morphogénétiques. Donc pour finir, dans les quelques minutes, juste souligner que fait finalement cette information génétique. Elle définit, alors en distinguant d'abord l'information strictement génétique et biochimique, où se situent les processus de différenciation, donc une fonction de régionalisation représentée sur la droite par ce drapeau bleu-blanc-rouge. Elle définit également temporellement les séquences d'organisation de ces décisions cellulaires ou alors le taux auquel elles se produisent. Elle définit également une polarisation, c'est-à-dire une direction principale, une vectorialisation des décisions cellulaires qui se traduit par exemple par une asymétrie antéro-postérieure, la définition de ces axes dans un embryon, un organe ou une cellule. Elle définit également une amplitude qui peut défendre simplement la concentration locale d'un produit d'un gène. Il y a également l'idée d'une spécificité qui vient des affinités d'interaction moléculaire. Et puis, par exemple, en jouant sur ce terme de spécificité, on peut concevoir des antagonismes, des interactions activateurs-inhibiteurs qui, selon des règles d'association-dissociation, et on le reverra plus en détail, peuvent définir une information riche. L'output, les conséquences de cette type d'information, on peut déjà les schématiser comme la définition d'une longueur caractéristique et de temps caractéristique. Pour souligner dans le cas de la biochimie, deux phénomènes très simples et universels. Par diffusion, on va avoir une longueur caractéristique qui ressort du coefficient de diffusion et de la dégradation. Et dans le cas de la transport, par un moteur, qu'on a vu l'an dernier, elle va dépendre de la vitesse du moteur et d'un temps caractéristique. Donc finalement, on peut définir des longueurs au niveau cellulaire, au niveau tissulaire. Mais la mécanique n'est pas en reste, elle peut elle-même définir un grand nombre de choses extrêmement intéressantes, elle peut aussi contrôler dans l'espace un certain nombre de choses. Un stress actif, par exemple, venant d'un moteur, n'est pas forcément distribué de façon uniforme dans l'espace, et ce stress, en fait, ce gradient de stress peut être relié
à un écoulement par un terme de friction. Donc des frictions en fait, vont elles-mêmes générer un gradient de stress dans un tissu. Donc on voit bien les paramètres strictement physiques, quand bien même ils peuvent être modulés génétiquement, vont être à l'origine en fait, d'une brisure de symétrie. Différentes études ont pu le montrer. Ou alors une non-uniformité, ou alors des valeurs différentes de l'élasticité. On peut aussi appréhender maintenant le taux d'évolution d'une déformation en fonction de la viscosité, donc les propriétés des matériaux d'un système, d'une cellule ou d'un tissu. On peut également définir une orientation privilégiée. Les stress peuvent être isotropes ou anisotropes. Il peut y avoir des contraintes qui peuvent être en tension ou en cisaillement, qui vont donner naissance à des déformations différentes. Bien sûr, l'amplitude va jouer un rôle important dans le type de déformation. Et puis également, n'oubliez que cette mécanique, en fait, jouant sur des molécules biologiques, il y a également une spécificité. Toutes les molécules ne répondent pas aux contraintes de la même façon, certaines pas du tout. D'autres ont évolué pour répondre de façon très sensible aux contraintes. Et dans ce que nous avons étudié l'an dernier, j'avais en particulier souligné pour les cadérines et mentionné pour les intégrines, cette spécificité moléculaire de mécanotransduction qui permet au processus mécanique d'avoir la même spécificité qu'ont tous les processus biochimiques. Donc il est faux de dire que la spécificité n'est que le propre des interactions biochimiques. Dans le vivant, la mécanique étant couplée à la biochimie, en fait, la mécanique elle-même a sa propre spécificité. Une force contractile va jouer à distance dans une cellule ou un tissu d'une façon qui va dépendre en fait, des propriétés des cellules et notamment de leur composition biochimique. Et également, on retrouve, comme on l'a vu pour la biochimie, des activités antagonistes. Par exemple, un stress actif va s'opposer à un stress d'origine élastique, par exemple, dans certaines configurations, ou alors des frictions qui sont les propriétés du système. Et donc là aussi, on peut retrouver, définir, comme conséquence de cette information riche, des longueurs et des temps caractéristiques. J'en cite quelques-uns, mais ce n'est pas du tout exhaustif. La propagation d'une déformation on peut définir un temps caractéristique qui va dépendre de la viscosité divisée par le module élastique du matériau qu'on considère, ou alors une longueur hydrodynamique qui va dépendre en fait, de la racine carrée de la viscosité sur la friction, en fait, qui joue aussi un rôle important. Nous aurons l'occasion de revenir sur cela. Donc on voit bien que l'information mécanique ainsi vue est très riche et a les mêmes attributs ou les mêmes propriétés que l'information biochimique. Et finalement, plutôt que de séparer pour des raisons pédagogiques ces deux types d'informations, j'aimerais finalement voir leur interaction. Je redéfinis ce que je viens de dire, c'est-à-dire les différentes longueurs de temps et d'espace caractéristiques qui sont associées au domaine de la biochimie, communément admis, et celui de la mécanique. Et finalement, selon cette vision parallèle, on aurait une information qui peut s'auto-organiser d'ailleurs, mais qui agit de façon verticale et hiérarchique par rapport à la mécanique. Voilà une façon commune de penser l'information du développement et de la mécanique cellule. Mais finalement, la biochimie, elle peut elle-même ajuster les paramètres mécaniques. Par exemple, le module élastique d'un réseau contractile en fonction de la densité de crosslinker ou la viscosité en fonction du recyclage, de la demi-vie des composants, actine, turnover, des moteurs, etc. Et il y a également une régulation des stress, comme le stress actif venant de la myosine, qui lui-même dépend d'une activation des moteurs par des cascades de signalisation. Donc tous ces paramètres mécaniques sont bien sûr déjà régulés par la biochimie, donc il y a une interaction vers la droite, comme je le montre ici. Mais également une interaction réciproque. Les propriétés mécaniques d'une cellule peuvent jouer sur le transport des molécules par advection, par écoulement. Si par exemple un réseau d'actine-myosine qui s'écoule peut transporter ses propres régulateurs et donc créer un enrichissement de son régulateur. On verra les conséquences de cela en termes d'auto-organisation en suivant le modèle des instabilités de Turing. On peut aussi induire en fait des mécanotransductions dans le sens où les relations entre les contraintes et les déformations dépendent des phénomènes de mécanotransduction. Et enfin, pour signer un autre point, la mécanique peut jouer sur la forme d'une cellule, sur l'environnement géométrique dans lequel un processus va se situer. Et cette polarisation en fait, peut également réagir sur la façon dont une molécule ou toute une biochimie en fait, agit dans l'espace et le temps sur la mécanique. Donc en fait, il y a toute une série d'interactions réciproques entre biochimie et mécanique qui donnent naissance à ce que je voudrais souligner comme conclusion de ce cours,
et que nous aurons l'occasion de revoir décliner de différentes façons, à une information auto-organisée de nature mécanochimique, dans lesquelles les processus strictement mécaniques et biochimiques co-construisent leur propre longueur et leur temps caractéristique à l'échelle cellulaire et à l'échelle tissulaire. Voilà un peu schématisé, pour avoir un schéma pictural. En fait, on a largement vu dans ce cours illustré de différentes façons comment une information contrôle la mécanique selon un schéma programmatique. Et on a vu différentes illustrations, le morphogène, le gène sélecteur, le gène contrôle-maître, et une façon, à mon avis, plus féconde de penser la morphogénèse qui prend en compte les rétroactions de nature mécanochimique, définissant un langage mécanochimique qui est la propre information de la morphogénèse à toutes les échelles, à l'échelle cellulaire et à l'échelle tissulaire. Voilà, donc j'ai fini. Je fais l'annonce de ce cours, de ce colloque, le 22 mars, où toute une série d'orateurs illustreront dans leur recherche contemporaine, physiciens et biologistes, justement cette nature à la fois contrôlée et auto-organisée de la morphogénèse. Donc vous pouvez noter. Nous aurons notamment parmi nos orateurs Marie-Hélène Verlac, qui travaille au Collège de France et qui est présente à ces cours. Et le menu qui nous attend pour les cours suivants. Donc cette année, je n'aurai pas 6 cours, mais 5 cours. Ils seront donc un tout petit peu plus longs qu'1 heure et demie, je vous prie de m'en excuser, mais qui concerneront pour les 2 prochains cours. Alors déjà, la semaine prochaine, il n'y aura pas cours. Donc je vous retrouve dans 15 jours, le 27 novembre. Et les 2 cours qui suivent seront en fait l'étude de processus auto-organisés à l'échelle cellulaire et tissulaire, en développant 3 types d'auto-organisation, les instabilités de Turing, de nature chimique, mécanique et mécanochimique. Nous verrons ces 3 aspects, commençant par des notions simples, en partant de Turing, et en évoluant vers une compréhension des instabilités spatiales tout à fait remarquables. Ensuite, nous verrons des instabilités temporelles, les systèmes excitables, des oscillations, aussi à différentes échelles. Et troisièmement, l'intégration de ces instabilités temporelles et spatiales pour développer en fait des notions de trigger waves qui sont présents et ubiquitaires, comme on l'a vu dans ces dernières années. Et nous aurons un parcours à la fois historique et de recherche tout à fait les plus contemporaines. Et puis nous finirons par 2 cours qui reprendront ce thème d'auto-organisation et de programme pour maintenant les appréhender non pas tant au niveau cellulaire ou dans certaines conditions tissulaires, mais vraiment strictement tissulaires pour la formation des organes et des embryons, en développant 2 thèmes majeurs. L'un, c'est la formation de courbures, la formation de repliement, d'invagination, et dans un cas, on reverra aussi un peu de branchement, dans lesquels on verra la mécanique et la chimie interagir comme nous l'avons vu dans ce cours et comme je l'ai montré de façon programmatique dans ce cours, et puis tout ce qui relève des extensions et des écoulements. Et je pense qu'au terme de ces cours, si vous êtes assidus pour les suivre, vous aurez une vision beaucoup plus incarnée de notions que j'ai développées dans ce cours introductif, en voyant bien comment la mécanique est un processus informatif qui co-agit et co-construit avec la biochimie. Je vous remercie.